des huttes de boue aux cités fortifiées. À première vue, les premiers établissements mésopotamiens ne semblaient pas impressionnants. Une poignée de huttes en roseaux, recouvertes de boue sur des structures en bois, des maisons qui pouvaient disparaître dans la terre à la première grande pluie. Mais derrière ces murs fragiles, quelque chose d'extraordinaire était en gestation. Les gens ne dérivaient plus à travers la terre, chassant et cueillant au gré des saisons. Ils avaient choisi de rester, de construire, de se lier à un lieu et de l'appeler maison. C'est l'un des choix les plus radicaux de l'histoire humaine. Arrêter de vagabonder et commencer à vivre ensemble dans des établissements permanents. Et de cette décision naquirent les villes grandes communautés étendues dont les ossements reposent encore sous les sables. Imaginez un regroupement de maisons en briques de boue serrées les unes contre les autres, des ruelles étroites serpentant comme des veines à travers le village. Des poules s'affairent aux portes, des enfants se poursuivent autour des coins, la fumée s'élève paresseusement des foyers ouverts. L'air sans l'argile séchant au soleil, l'orge rôtie, le bétail attaché à proximité. L'intimité était un luxe, les familles vivaient côte à côte, séparées par rien d'autre que des murs de terre. Pourtant, il y avait sécurité dans la proximité, un battement collectif vibrant dans chaque ruelle. On ne survivait pas simplement comme famille isolée, on survivait en communauté. À mesure que les populations croissaient, les villages se transformaient. Des lieux comme Eridu et Uruk s'étendaient, devenant plus organisés. Les maisons s'alignaient le long des rues, des cours s'ouvraient pour des rassemblements communs et des bâtiments spécialisés apparaissaient greniers à grains, ateliers de poterie et de tissage et temples ancrant la vie spirituelle. L'établissement n'était plus seulement un lieu pour dormir et manger, il devenait un écosystème, chaque partie soutenant le tout. Mais les établissements plus grands avaient besoin de défense. Les voisins pouvaient jalouser les greniers pleins. Les tribus nomades pouvaient piller le bétail ou les provisions. Même à l'intérieur, les querelles familiales pouvaient menacer l'ordre. Les huttes de boue cédèrent la place aux murs d'imposantes murailles de briques séchées au soleil entourant la ville comme une étreinte protectrice. Ces constructions monumentales déclaraient la permanence « Nous sommes ici et nous resterons ». Du sommet de ces murs, la transformation est claire. À l'intérieur, le bourdonnement de la vie s'élève marchés animés, rires d'enfants, outils résonnant dans les ateliers. À l'extérieur, la terre s'étend à perte de vue, rappel de la sauvagerie d'où les habitants sont sortis. Le mur n'est pas seulement de la boue et des briques, il est la frontière entre chaos et ordre, entre nature et tentative humaine d'organisation. Avec les murs vinrent les portes, et avec les portes le contrôle. Des gardes régulaient les entrées et sorties, donnant naissance à l'autorité, au leadership, à l'idée que quelqu'un devait décider du fonctionnement de la ville. Le pouvoir ne dépendait plus du plus grand troupeau ou de la charrue la plus forte. Il dépendait de qui contrôlait les murs, de qui décidait de l'ouverture des portes, de qui menait la communauté dans les conflits. Les murs créaient l'identité. Être d'Uruk, de Lagash ou d'Ur signifiait plus qu'habiter un lieu. Cela signifiait appartenir à quelque chose de plus grand, visible à l'horizon. Les murs façonnaient fierté, rivalité et ambition. Les villes rivalisaient en richesse, prestige, taille des temples et force défensive. À l'intérieur des cités fortifiées, la vie prenait de nouveaux rythmes. Le travail spécialisé prospérait. L'un faisait du pain, un autre des poteries, un autre tissait des tissus, un autre enregistrait les transactions sur des tablettes d'argile. Les familles ne produisaient plus toutes elles-mêmes. La ville permettait interdépendance, commerce et profession. Des ateliers et des marchés naissaient une société plus riche et complexe. Pourtant, malgré tout leur succès, ces premières villes restaient fragiles. Construits en briques de boue, les bâtiments nécessitaient des réparations constantes. Un mur laissé à l'abandon s'effondrerait, un toit négligé s'écroulerait au premier orage. L'impermanence était gravée dans la vie quotidienne. Peu, est-ce pour cela qu'ils continuaient à construire, empilant brique sur brique comme pour défier le temps lui-même. Il est facile de voir l'inévitabilité aujourd'hui, de supposer qu'une fois les murs levés, les villes émergeraient. Mais pour ceux qui l'ont vécu, chaque pas était une expérience. Une communauté pouvait-elle survivre année après année au même endroit? Les murs pouvaient-ils tenir le danger à distance? L'ordre pouvait-il résister au chaos?
La réponse imparfaite devint claire dans le paysage mésopotamien ziggurat s'élevant au-dessus des plaines, murs s'étendant à perte de vue, villes scintillant comme des bijoux au bord des rivières. Des huttes debout aux cités fortifiées, il ne s'agissait pas seulement d'un changement architectural. C'était un changement dans la définition même de l'humain. Ne plus être des nomades au rythme de la nature, mais créer ses propres cycles, sémailles et récoltes, commerce et fêtes, règne et rébellion. À l'ombre de ces murs, la civilisation prenait racine. Fragile, risquée, mais le début d'une histoire qui nous définit encore aujourd'hui. Roi, prêtre et le poids de l'autorité, le pouvoir en Mésopotamie n'a jamais été simple. Il ne s'agissait pas seulement de savoir qui pouvait manier la lame la plus tranchante ou posséder le plus gros troupeau de moutons. L'autorité devait être vue, ressentie et crue. À mesure que les villes devenaient plus grandes et complexes, les habitants se tournaient vers des figures capables d'incarner leurs espoirs et leurs craintes, reliant la vie ordinaire à quelque chose de plus grand. Ces figures étaient leurs rois et leurs prêtres, les deux piliers du leadership portant le poids de la cité. Au début, le leadership était modeste. Un village pouvait avoir un chef, un ancien respecté guidant les décisions ou un guerrier protégeant la communauté. Mais à mesure que les établissements se transformaient en villes, une simple direction ne suffisait plus. Il fallait quelqu'un pour décider de la distribution de l'eau des canaux, de la propriété des champs d'orge et pour résoudre les conflits. Il fallait maintenir l'ordre lorsque des milliers de personnes se pressaient à l'intérieur des murs et garantir que les rythmes de la ville les semailles, l'élévation des murs, les rituels des fêtes restent en harmonie. Entrent alors les prêtres, gardiens de la tradition et maîtres du rituel. Les prêtres supervisaient les temples, centre non seulement de culte mais aussi de la vie économique et sociale. Les scribes comptaient le grain, les artisans stockaient les biens et des contrats étaient prêtés. Le prêtre accomplissait des sacrifices, lisait les signes et interprétait les crues et famines imprévisibles façonnant la vie quotidienne. Son rôle était à la fois pratique et spirituel, interprète du chaos. Mais les villes ne prospèrent pas uniquement grâce aux rituels. Défense et vision étaient nécessaires, et aux côtés du prêtre se dressait le roi. En Sumer, on l'appelait parfois le Lugal, le grand homme. Les premiers rois étaient des guerriers protégeant leur ville et sécurisant les ressources. Avec le temps, le rôle s'élargit, bâtisseur, juge, symbole d'identité collective. Du haut des murs, il décidait des réparations des canaux, des taxes et des alliances. Pour son peuple, il incarnait la ville. Ses victoires étaient les leurs, ses échecs, leurs souffrances. Entre rois et prêtres existait un équilibre délicat. Le prêtre guidait le rituel et la tradition. Le roi commandait soldats et scribes, veillant à la prospérité de la cité. Ensemble, ils tissaient l'autorité dans quelque chose de plus grand que chacun pris séparément. Les canaux coulaient, les marchés prospéraient, les murs restaient solides. Sans eux, le chaos régnerait. Le pouvoir n'était jamais doux. Les rois s'emparaient et défendaient leur position. Les prétendants rivaux et généraux rebelles guettaient. Les prêtres protégeaient leur influence, souvent en conflit avec les rois. L'histoire mésopotamienne regorge de dynasties s'élevant dans la gloire et s'effondrant dans le sang, l'équilibre restant toujours fragile. L'autorité devait se démontrer à répétition à travers des projets monumentaux, des victoires et le maintien attentif de la justice. Les rois construisaient palais et ziggourats imposantes. Les prêtres remplissaient les calendriers de fêtes. Négliger la tradition risquait le soulèvement. Pour le peuple, ce qui importait était la stabilité. Les canaux apportant l'eau, les greniers suffisants pour l'hiver, les marchés ouverts, les conflits réglés. Lorsque rois et prêtres travaillaient de concert, la cité prospérait contre toute attente. Avec le recul, il est tentant de voir rois et prêtres comme inévitables. Pour les premières générations ayant construit murs et temples, c'était un essai. L'autorité pouvait-elle être digne de confiance ? Les huttes fragiles et les rues bondées pouvaient-elles devenir des villes durables ? La réponse résidait dans les siècles qui suivirent. Certains souverains laissèrent des codes de loi et des monuments. D'autres furent oubliés. Ensemble, ils façonnèrent un modèle d'autorité résonnant à travers l'histoire. Rois,
prêtres et le poids de l'autorité, telle était la structure maintenant les villes mésopotamiennes en vie. Imperfecte, pas toujours juste, elle était le socle sur lequel la civilisation fut bâtie. Sans eux, les rivières n'étaient que rivières, les huttes que huttes. Avec eux, la terre entre les rivières devint le théâtre de quelque chose de nouveau, un monde où le pouvoir pouvait organiser, diriger et durer. Le bourdonnement du marché. Si vous voulez sentir le pouls d'une ville mésopotamienne, vous ne commencez pas par le palais ou le temple. Vous allez d'abord au marché. Là, sous la chaleur du soleil de midi, la vie vibrait d'une énergie que l'on percevait avant même de pénétrer sur la place bondée. Le cliquetis des jarres en argile déposées sur la pierre, le braiement des ânes chargés de paniers, les cris perçants des marchands annonçant leurs marchandises, tout cela se mêlait dans un rythme reconnaissable entre tous. C'était le son de l'échange, de l'ambition humaine, des gens tissant leur vie à travers le commerce. Imaginez la scène. Des étals garnis de paniers tressés, de bols en argile empilés en pyramides soigneuses. L'odeur de l'orge rôtie se mêle à celle du poisson séché et à la douceur des dattes. Un homme porte un sac de laine sur le dos, frôlant une femme tendant des bibelots en cuivre poli jusqu'à un éclat terne. Des enfants filent entre les adultes, se poursuivant à travers la foule jusqu'à ce qu'ils soient rappelés auprès de leur mère. Un berger négocie bruyamment le prix d'une chèvre, sa voix se mêlant au bourdonnement des conversations. Le marché n'était pas seulement un lieu d'achat et de vente, c'était là que la ville se révélait, un portrait vivant de ses habitants. En Mésopotamie, le commerce était vital. L'orge était la mesure standard de valeur, la monnaie de la vie quotidienne. Une miche de pain pouvait coûter une poignée de grains, une cruche de bière peut être 2. Pourtant, le marché ne se limitait jamais aux nécessités. Épices, perles, tissus tissés, figurines sculptées, ces luxes évoquaient des contrées lointaines et de longs voyages. Les marchands apportaient du lapis-lazuli d'Afghanistan, brillant de la couleur du ciel profond. De l'Anatolie venait l'étain, essentiel pour fabriquer le bronze. Du golfe Persique arrivaient coquillages et poissons. Chaque objet portait une histoire, une trace de rivière et de montagnes lointaines, preuve que le monde s'étendait bien au-delà des murs de la ville. Et ce n'était pas seulement des marchandises qui circulaient ici. Les idées voyageaient tout autant. Un marchand d'une ville pouvait partager des techniques agricoles avec un autre, ou rapporter des rumeurs sur un nouveau souverain au nord. Au marché, les nouvelles se répandaient plus vite que le courant de la rivière. C'était le panneau d'affichage, le moulin à rumeurs et la bourse du monde antique en un seul lieu. Un potier pouvait apprendre un nouveau style décoratif d'un commerçant de passage. Un scribe pouvait entendre parler d'un conflit naissant entre villes voisines. Se promener dans le marché, c'était entrer dans le flux d'informations autant que dans celui du commerce. Le marché était aussi un lieu où les mondes sociaux se croisaient. Riches et pauvres se frôlaient, le paysan encore couvert de terre se tenant à côté du serviteur du prêtre achetant de l'encens. Les femmes n'étaient pas de simples spectatrices. Beaucoup tenaient leurs propres étals, vendant de la bière brassée à la maison, des textiles faits main ou des jarres d'huile de sésame. Pour certaines, le marché était une chance d'indépendance, une manière de gagner et négocier dans une société où la plupart des aspects de la vie étaient dictés par la famille et la hiérarchie. Bien sûr, avec le commerce venait le conflit. Les prix pouvaient déclencher des disputes assez vives pour attirer une petite foule. Le vol était une inquiétude constante. Les litiges sur les contrats pouvaient finir devant un juge, les tablettes d'argile portant les marques du calame servant de preuve. La loi pénétrait le marché, garantissant que les promesses étaient tenues et que la fraude punie. Le bourdonnement du commerce excitait, mais il portait avec lui le besoin constant d'ordre. Sans règles, le chaos aurait dévoré la place. Avec elle, la ville prospérait. Pourtant, malgré tout ce bruit et ce tumulte, le marché était un lieu de lien. Imaginez un père guidant son enfant parmi les étals, montrant les lames de cuivre, les paniers de figues, les poupées en argile sculptées avec soin. Les yeux de l'enfant s'ouvrent à la vue de marchandises venues de terres inconnues, et à cet instant il commence à imaginer un monde plus vaste que sa propre rue. Le marché était autant un lieu d'éducation que de commerce, un endroit où les horizons s'élargissaient à chaque regard.
Et il y avait de la joie aussi. Des artistes jouaient parfois de la musique en bordure de la place, leurs flûtes et tambours ajoutant un battement au jour. Des conteurs attiraient les foules avec des récits de voyages lointains ou de rois légendaires. Le marché n'était pas seulement une question de survie, mais de communauté, de trouver de l'émerveillement dans le rythme ordinaire du commerce. Ici, au milieu de la poussière et de la sueur, la vie semblait vibrante, vivante, partagée. Lorsque vous fermez les yeux et pensez à la Mésopotamie, il est facile d'imaginer les grands temples ou les visages sévères des rois sculptés dans la pierre. Mais la véritable vie de la ville battait au marché. C'est là que les gens marchandaient et riaient, que des fortunes se faisaient et se perdaient, que des étrangers devenaient voisins par le simple acte de l'échange. Le marché n'était pas seulement un lieu d'achat et de vente, c'était le cœur battant de la ville, le terrain de rencontre entre survie et ambition, l'espace où l'humanité pratiquait l'art de vivre ensemble. Alors, lorsque vous imaginez cette ancienne place poussiéreuse, bondée, bruyante, rappelez-vous que vous ne regardez pas seulement une scène de commerce, vous assistez à la civilisation en action. Chaque panier de grains, chaque jarre d'huile, chaque rumeur chuchotée faisait partie de quelque chose de plus grand, de durable. Le marché était plus qu'un bourdonnement. C'était une chanson, le chœur d'un peuple apprenant à prospérer côte à côte dans la terre entre deux rivières. Les paysans de la plaine inondable, si le marché était le cœur de la ville, les champs au-delà de ses murs en étaient les poumons. Ils insufflaient la vie à tout, nourrissant les habitants avec la nourriture qui rendait possible toutes les autres ambitions. Sans les paysans, sans le travail sans fin dans les plaines inondables, il n'y aurait eu ni bazar, ni temple, ni roi, ni scribe. Chaque brique de chaque ville reposait sur le dos d'un paysan courbé dans la boue, extorquant nourriture à une terre à la fois généreuse et impitoyable. Le monde du paysan n'était pas glamour. À l'aube, alors que le reste de la ville sommeillait encore, il se levait avec le soleil et se dirigeait vers les champs. Ses sandales s'enfonçaient dans la terre humide, et l'odeur de la terre mouillée s'accrochait à ses vêtements. Les canaux creusés par ses pères et grands-pères guidaient l'eau du fleuve vers les champs, mais les canaux nécessitaient un entretien constant. Le limon les obstruait, les murs s'érodaient, les mauvaises herbes poussaient, et la première tâche du paysan était souvent de se pencher pour dégager le passage. L'irrigation n'était pas un projet ponctuel. C'était une lutte incessante contre la volonté du fleuve. L'orge était sa culture principale, mesure de richesse et de survie en Mésopotamie. Les tiges d'orge se balançaient dans la brise chaude, dorées à maturité, vert pâle lorsqu'elles étaient jeunes. Le blé poussait aussi, plus délicat, ainsi que les lentilles, oignons et concombres en parcelles. Les dattes, lourdes sur les palmiers plantés le long des canaux, offraient un fruit doux et nourrissant. Moutons et chèvres paissaient à proximité, surveillés par les enfants du paysan, leurs bêlements résonnant sur la plaine ouverte. Chaque partie de la ferme était un chœur de survie. Le travail était implacable. Les graines devaient être semées en rangs précis, les mauvaises herbes arrachées, les nuisibles chassés, l'eau mesurée comme un trésor. Le soleil frappait sans pitié, brûlant la peau et asséchant la gorge. Quand les crues arrivaient en retard ou échouaient totalement, les récoltes se flétrissaient. Quand les crues étaient trop fortes, elles noyaient les champs, emportant des mois de travail en quelques heures. Le paysan vivait à la merci des rivières, et chaque saison était un pari qu'il ne pouvait se permettre de perdre. Pourtant, malgré les difficultés, il y avait de la fierté dans ce travail. Un paysan savait que son orge remplissait les fours à pain de la ville, que ses dattes adoucissaient les tables des marchands, que ses moutons vêtus de laine réchauffaient les enfants blottis dans les huttes d'hiver. Il ne marchait peu, être pas dans les grandes salles des palais ni ne pressait son calame dans des tablettes d'argile, mais son travail nourrissait ceux qui le faisaient. La richesse des rois et des prêtres, les chants des poètes, même les marchés animés dépendaient de ses mains cailleuses. À bien des égards, la ferme était aussi une affaire de famille. Épouses et filles aidaient aux semailles et aux récoltes, portant des paniers de grains ou rassemblant des légumes pour la marmite. Les fils guidaient les bœufs pour tirer la charrue en bois, les épaules tendues sous le joug de la responsabilité. Les enfants grandissaient vite dans les champs, apprenant que la survie de la famille dépendait du rythme de l'eau, de la terre et des semences.
Même leur jeu était façonné par la vie agricole de minuscules canaux de boue tracés par de petites mains, de minuscules troupeaux conduits sur la terre. Dès le plus jeune âge, ils apprenaient que la terre exigeait tout, et en retour offrait juste assez. L'année du paysan n'était pas marquée par les mois tels que nous les connaissons, mais par des cycles de travail. Crue, semaille, soin, récolte puis l'attente, la pause anxieuse avant que tout recommence. Les fêtes en ville pouvaient ponctuer les saisons, mais à la campagne, le véritable calendrier était écrit dans la terre. Une bonne récolte signifiait soulagement, célébration, peut être même un surplus à vendre au marché. Une mauvaise récolte signifiait faim, dette ou pire. C'était une existence précaire, un faux pas de la ruine, mais c'était le socle sur lequel tout le reste se construisait. Pourtant, malgré tout, il y avait des moments de beauté. Debout dans un champ au crépuscule, le paysan pouvait regarder le soleil descendre, teintant l'orge d'ambre et de flammes. Une brise fraîche venant du fleuve pouvait agiter sa tunique, apportant l'odeur de l'eau et de la promesse. Le bêlement des moutons, le bruissement des grains, le rire des enfants se poursuivant le long du canal, voilà les récompenses silencieuses, fugaces mais précieuses. Les champs pouvaient tout exiger, mais ils lui offraient aussi un monde plein de vie. On oublie parfois ces paysans lorsque l'on parle de Mésopotamie. Mais sans les hommes et femmes anonymes courbés dans les champs, rien de tout cela n'aurait existé. La civilisation est une pyramide, et à sa base se trouvent les paysans, leur sueur et leur labeur soutenant tout le reste. Se promener dans la plaine inondable il y a 5-0 ans, c'était voir cette vérité rendue visible. Les champs s'étendaient à perte de vue, verts là où ils prospéraient, bruns là où ils échouaient. Les canaux serpentaient comme des veines, transportant eau et vie. Et au milieu de tout cela, un paysan se penchait, main dans la terre, visage tourné vers le ciel avec espoir, inquiétude, détermination. Sa vie était fragile, incertaine, éreintante, mais elle était aussi essentielle. Dans chaque miche de pain cuite en ville, dans chaque cruche de bière versée à la taverne, dans chaque sac de grains stocké au temple, on peut encore goûter le travail du paysan. Il vivait avec le risque, il endurait avec patience, et dans son labeur incessant, il créait le fondement de la grandeur mésopotamienne. Il était, au sens le plus vrai, l'architecte silencieux de la civilisation. Hammurabi est le poids de la loi. Dans chaque ruelle bondée, dans chaque marché animé, dans chaque conflit entre voisins, la question se posait « Qui décide de ce qui est juste ?» Dans un monde où la survie semblait déjà fragile, où les rivières pouvaient noyer vos champs une année et les laisser assoiffés l'année suivante, les conflits humains ajoutaient un autre degré d'incertitude. Sans règles, sans cadre commun, la vie quotidienne pouvait basculer dans le chaos. Et c'est ici, en Mésopotamie, que la loi prit forme pour la première fois, non pas comme un usage transmis de génération en génération, mais comme un code écrit, gravé dans la permanence. Pendant des siècles, la justice avait été locale, personnelle, négociée entre familles ou décidée par les anciens. Mais à mesure que les villes croissaient et que les populations explosaient, ces méthodes ne suffisaient plus. Trop de personnes s'entassaient dans les murs, trop de conflits se multipliaient, et trop de voix réclamaient une résolution. Pour vivre ensemble, les gens avaient besoin de quelque chose de plus solide que la mémoire et la coutume. Ils avaient besoin d'une loi qui se dressait au-dessus de tous. Dans ce monde intervint Hammurabi, roi de Babylone au XVIIIe siècle Av. Jusqu'ici son règne s'étendait bien au-delà de la ville elle-même, unissant terre et peuple sous une seule autorité. Mais Hammurabi comprenait quelque chose de vital. Le pouvoir militaire pouvait conquérir, mais il ne pouvait pas tenir durablement. Ce qui liait les hommes plus sûrement que la peur des soldats, c'était un sentiment de justice, la conviction que les conflits seraient réglés équitablement, de manière prévisible et avec autorité. Sa solution fut d'inscrire les règles elles-mêmes claires, visibles, indiscutables. Imaginez la scène, une stèle en pierre noire, plus haute qu'un homme, dressée à la vue de tous. Sur sa surface polie, des marques en forme de coin couvraient chaque centimètre. Plus de 280 lois, soigneusement organisées, gravées en cunéiforme.
Ce n'était pas une tablette à cacher dans un archive. C'était une déclaration, un message de pierre. La justice n'est plus arbitraire. Voici les règles. Voici la mesure. Voici le poids de la loi. Le code traitait du tissu quotidien de la vie. Si un homme volait un bœuf, la loi dictait sa punition. Si la maison d'un constructeur s'effondrait et tuait son propriétaire, le constructeur payait de sa propre vie. Si un marchand prêtait du grain, les conditions de remboursement étaient clairement énoncées. Mariage, héritage, salaire, blessure, chacun avait sa place dans le code. Ce n'étaient pas des abstractions élevées, c'étaient les rouages essentiels de la survie quotidienne, pressés dans la permanence pour que personne ne puisse invoquer l'ignorance ou le favoritisme. Bien sûr, la justice n'était pas égale. Les punitions variaient selon le statut de chacun. Un noble et un esclave n'étaient pas égaux devant la pierre de Hammurabi. Pourtant, dans cette hiérarchie résidait une innovation importante, la prévisibilité. Dans un monde souvent gouverné par le caprice et le hasard, la loi offrait désormais un certain ordre. Le marchand savait que les termes de son contrat seraient respectés. Le paysan savait quels étaient ses droits dans un litige sur l'irrigation. Même le plus faible pouvait faire appel à quelque chose de plus grand que le pouvoir personnel. La loi devenait un cadre où la société pouvait respirer. Pour Hammurabi lui-même, le code était plus qu'un ensemble de règles. C'était un symbole de légitimité. En se présentant comme le gardien de la justice, il transforma la royauté en plus qu'un simple commandement militaire. Il devint le protecteur de l'ordre, le garant de l'équité, la figure assurant que la vie au sein des murs de la ville restait vivable. La stèle proclamait non seulement les lois, mais aussi l'image du roi comme berger de son peuple, le guidant à travers l'imprévisibilité de la vie. Et pourtant, il y avait plus que la politique. Il y avait la reconnaissance profonde que la civilisation exigeait elle-même une structure. Sans loi écrite, les rues bondées de Babylone auraient pu se dissoudre en querelles infinies, chacune réglée par la force ou la corruption. Avec la loi, il y avait au moins une chance de stabilité, de confiance, de coopération. Fragile, imparfaite, parfois cruelle mais aussi révolutionnaire. Imaginez un paysan debout sur la place, écoutant un scribe lire l'une des lois de Hammurabi à la foule rassemblée. Il se tortille, ses mains rugueuses du travail, mais il entend dans ses mots une promesse. S'il est lésé, il a recours. S'il est trompé, il y a remède. Il n'est plus totalement à la merci de son voisin plus fort ou d'un fonctionnaire corrompu. La loi, gravée dans la pierre, lui offre une protection. Cette promesse, fragile qu'elle soit, change tout. Le code de Hammurabi n'était pas la première loi en Mésopotamie, mais il fut l'un des plus durables. Il se tient encore aujourd'hui dans les musées, sa surface noire portant toujours ses marques en forme de coin. Le regarder, c'est entrevoir le moment où l'humanité déclara pour la première fois « Nous ne pouvons pas vivre au hasard, nous devons nous lier à des règles, à l'équité, à un cadre qui dépasse le caprice de tout homme. » Ainsi la pierre demeura silencieuse mais puissante, témoin de l'un des plus grands tournants de la civilisation. Les champs devaient encore être semés, les rivières menaçaient toujours d'inonder, le marché bourdonnait encore de discussions et de rires. Mais au-dessus de tout cela, il y avait la loi ferme, lourde et durable. La stèle de Hammurabi n'était pas seulement une pierre noire, c'était le poids de l'ordre pressé dans les eaux de la civilisation, une fondation qui résonnerait longtemps après que les murs de Babylone se soient effondrés en poussière. Artisanat et créativité. Si le paysan nourrissait la ville et le marchand la faisait circuler, l'artisan lui donnait forme. Entrez dans un atelier mésopotamien et vous entendriez le râle de la pierre, le grincement du bois, le bourdonnement d'un métier à tisser, le rythme régulier des mains façonnant l'argile. Ici, la survie se transformait en art, et la nécessité en beauté. Les habitants des deux rivières ne se contentaient pas de survivre des créets. Commencez par le potier. Sa roue tourne tandis que ses mains façonnent l'argile humide. Un vase prend forme, ses parois lisses et régulières, prêts à contenir eau, bière ou grain. Un autre morceau devient une petite tasse, un autre un bol. Cuit au four, ces récipients durcissent, assez solides pour durer des années. Mais le travail du potier n'est pas seulement fonctionnel. Certaines pièces sont décorées lignes incisées, bandes peintes, motifs géométriques ajoutant beauté à l'utilité.
Chaque foyer avait besoin de poterie, et la roue du potier tournait sans cesse, son chant mêlant survie et art. Écoutez ensuite le tisserand. Dans un coin de la cour se tient le métier à tisser, haut et en bois, tendu de fils de laine filés à partir des troupeaux au-delà de la ville. Les doigts bougent habilement, passant la navette d'avant en arrière, le tissu grandissant lentement sous des mains expertes. La laine devient tissu, le tissu devient tunique, manteau, couverture. Des fistins ajoutent des couleurs rouges de la racine de garance, bleu de minéraux précieux, jaune de plantes. Le travail du tisserand enveloppait la ville non seulement de chaleur mais de beauté, transformant les troupeaux en vêtements exprimant compétence et style. Les bâtisseurs, eux aussi, laissaient leur marque partout. Avec la brique de boue, matériaux simples, ils élevaient maisons, cours, murailles et même les grands temples et ziggourats qui dominaient l'horizon. Brique par brique, ils façonnaient des espaces où la vie pouvait se dérouler lieu pour manger, dormir, commercer, prier et régner. Leurs outils étaient simples, mais leur vision vaste. Ils traçaient les rues, dressaient les portes, construisaient des tours touchant le ciel. Leur créativité se mesurait non pas en heures, mais en siècles, car leur travail définissait le squelette même de la ville. Les métallurgistes pliaient le feu à leur volonté. Dans des forges enfumées, le cuivre était fondu et martelé en lames, ciseaux et bijoux. Lorsque l'étain était ajouté, le bronze naissait plus dur, plus tranchant, plus durable. Les outils en bronze creusaient des sillons plus profonds, les armes portaient des coups plus puissants, les ornements brillaient davantage sur le marché. Tenir une lame de bronze, c'était tenir l'avant-garde du progrès, et les métallurgistes portaient cette avance dans leurs mains. Il y avait aussi les graveurs. Sur pierre et ivoire, ils sculptaient de petits sceaux minutieux, cylindres qui roulaient sur l'argile pour laisser derrière eux de minuscules scènes détaillées, lions, taureaux, banquets, batailles. Chaque sceau était à la fois œuvre d'art et signature, pressé sur les contrats pour marquer propriété et identité. Ce n'étaient pas de simples babioles, c'étaient des sceaux de confiance, des symboles d'autorité et de la beauté en miniature. La créativité prospérait non seulement dans les objets, mais dans l'espace entre eux. Imaginez les couleurs du marché, où les tissus teints flottaient au vent, où le cuivre poli captait le soleil, où la poterie brillait d'un nouvel émail. Imaginez les maisons, leurs murs peints de simples motifs, leurs cours remplis de nattes tissées et de jarres gravées. Même dans les foyers modestes, les gens s'entouraient d'objets façonnés par des mains expertes. Ces objets étaient plus que des outils, ils étaient expression d'identité, de fierté, d'appartenance à une culture valorisant la création. L'artisanat rapprochait aussi les gens. Les ateliers bourdonnaient d'apprentis apprenant des maîtres, compétences transmises de main en main, génération après génération. Les familles se spécialisaient, l'une connue pour la poterie, une autre pour le tissage, une autre pour la gravure. Le savoir était protégé et partagé, affiné et perfectionné. Ainsi, la créativité devenait héritage, une lignée de compétences aussi précieuse que la terre ou le bétail. Et si la nécessité guidait la plupart de ces travaux, il y avait aussi de la joie. Un potier lissant le rebord d'un vase, un tisserand terminant un tissu, un bâtisseur admirant un mur achevé, ces moments apportaient satisfaction, fierté d'un travail bien fait. Dans leur création, les Mésopotamiens laissaient des fragments d'eux-mêmes, traces de leur toucher ayant survécu 5000 ans. Même les éclats retrouvés par les archéologues portent encore la courbe de la main du potier, le regard du tisserand pour le motif. Quand on pense à la créativité, on imagine souvent l'art pour l'art. Mais en Mésopotamie, l'art était tissé dans la survie. Chaque vase, chaque tunique, chaque mur était à la fois pratique et expressif. L'artisanat n'était pas un luxe, c'était la vie elle-même, façonnée par l'ingéniosité humaine. Et dans ses formes, la beauté émergeait. Alors, quand vous imaginez la terre entre deux rivières, ne voyez pas seulement les champs et les temples. Voyez aussi la roue du potier tournant dans une cour tranquille, le métier à tisser bourdonnant à l'ombre, le bâtisseur posant une brique de plus au sommet d'un mur en construction. La civilisation n'était pas seulement la grande marche des rois et des conquêtes, c'était aussi le travail lent et patient de mains innombrables, façonnant le monde pièce par pièce
jusqu'à ce que la survie elle-même devienne art. La science dans les étoiles et les nombres, levez les yeux vers le ciel nocturne de Mésopotamie, et vous verriez ce qu'ils voyaient. Un plafond d'étoiles si net qu'elles semblaient presque à portée de main, la pâle étendue de la Voie lactée s'étirant à travers l'obscurité, la lueur constante des planètes errant parmi les constellations. Pour les habitants des deux rivières, ce ciel n'était pas vide. Il était une carte, un calendrier, un livre d'histoire et un mystère attendant d'être lu. De leur observation attentive naquirent certains des premiers pas de l'humanité vers la science, vers les nombres, le temps et les étoiles. Tout commença par le comptage, simple mais profond. Les agriculteurs devaient savoir combien de grains avaient été récoltés, combien de moutons broutaient dans le troupeau, combien de jarres de bière remplissaient le grenier. Par nécessité, ils inventèrent des systèmes de comptage, d'abord avec des jetons, puis avec des signes pressés dans l'argile. Au fil des siècles, ces systèmes se transformèrent en nombre non seulement des symboles pour les choses, mais des outils abstraits pouvant être additionnés, soustraits, divisés. Les Mésopotamiens inventèrent un système basé sur 60, un choix étrange à nos yeux, mais qui façonne encore notre monde chaque fois que nous mesurons 60 minutes dans une heure ou 360 degrés dans un cercle. Avec les nombres vint la mesure. Les champs étaient divisés en parcelles, les canaux mesurés en longueur, l'orge pesée selon des standards. Le commerce exigeait l'équité et l'équité exigeait la précision. Balance et mesure devinrent compagnons fidèles des marchands et des scribes, leur poids fait de pierre ou de métal, leurs unités convenues à travers les villes. Un contrat écrit en cunéiforme ne valait rien sans les nombres pour le soutenir. Ainsi, les mathématiques quittèrent les champs et les marchés pour entrer dans le domaine même du savoir. Mais c'est le ciel qui captiva leur attention la plus profonde. Chaque nuit claire, prêtres et savants montaient sur les toits ou les tours des temples, observant la lente danse des étoiles et des planètes. Ils tenaient des registres sur des tablettes d'argile, notant l'apparition de la Lune, le lever de Vénus avant l'aube, les éclipses projetant leur ombre sur le soleil. Des motifs se révélèrent. Les prédictions devinrent possibles. Les cieux, autrefois chaotiques, montrèrent leur ordre. De cet ordre naquit l'une des premières sciences, l'astronomie. Pour les Mésopotamiens, le ciel était aussi un calendrier. En suivant les étoiles, ils savaient quand planter l'orge, quand attendre les crues, quand préparer la récolte. Les mouvements du soleil et de la lune marquaient les mois et les années, donnant un rythme à la vie au-delà de l'irrégularité des rivières. Les fêtes étaient fixées par ces cycles, les rituels synchronisés avec les tours des cieux. Le ciel n'était pas distant, il était tissé dans le tissu même de la survie. De l'astronomie naquit le temps lui-même, divisé et mesuré avec une précision étonnante. Un jour divisé en heures, une heure en 60 minutes, une minute en 60 secondes, ce système est né en Mésopotamie, gravé dans la manière dont nous vivons encore aujourd'hui. Imaginez un scribe marquant le passage de l'ombre sur un cadran solaire, ou un prêtre observant une horloge à eau s'écouler régulièrement pendant la nuit. Ils ne faisaient pas que suivre les instants, ils inventaient la structure même permettant d'ordonner, coordonner et partager la vie humaine. Nombres, étoiles, temps, tout cela portait un pouvoir dépassant la simple utilité. Ils offraient un sens de l'ordre dans un monde souvent incertain. Les crues pouvaient ravager les champs, les rois se levaient et tomber, mais les étoiles traçaient toujours leur chemin dans le ciel, constantes et fiables. Les nombres ne mentent pas, le temps avance. Dans ces motifs, les Mésopotamiens trouvaient un réconfort, un cadre plus grand qu'eux-mêmes. Pourtant leur découverte n'était ni sèche ni détachée. Elle vibrait d'émerveillement. Imaginez un savant debout sur un ziggurat sous un ciel sombre, calame en main, marquant la première apparition d'une étoile qu'il attendait depuis des mois. Imaginez sa satisfaction silencieuse lorsque sa prédiction se vérifie, lorsque les cieux correspondent au registre pressé dans l'argile. À ce moment, il ne se contente pas de survivre, il atteint le cosmos, saisissant le mystère même de l'existence. Ces avancées n'étaient pas des accomplissements isolés. Elles se répandaient dans le commerce, la loi, le mythe. Un marchand calculant les intérêts d'un prêt, un juge partageant un héritage,
Un conteur synchronisant sa récitation de festival avec la lune, tous puisaient dans la même fondation de nombres étoiles. La science n'était pas séparée de la vie, elle était la vie affinée en précision, pressée dans l'ordre. Et bien que des milliers d'années aient passé, leur influence perdure. Chaque horloge sur chaque mur, chaque boussole pointant le nord, chaque carte des étoiles porte une trace de l'ingéniosité mésopotamienne. Les agriculteurs des plaines inondables ont peu être disparus, leurs villes se sont effondrées, mais la manière dont nous mesurons notre monde murmure encore leur héritage. Alors, quand vous levez les yeux vers le ciel nocturne, souvenez-vous qu'autrefois, dans la terre entre les rivières, des hommes observaient les mêmes étoiles avec émerveillement. Ils comptaient, ils mesuraient, ils enregistraient. Et ce faisant, ils nous donnèrent les nombres, le temps et les débuts de la science. Ils nous enseignèrent qu'au cœur du chaos se trouve le motif, qu'au sein du mystère réside le sens, et que même sur les rives d'une rivière capricieuse, l'humanité pouvait tendre vers les étoiles. Enfants de la poussière, les rues de Mésopotamie étaient remplies de poussière, de fines particules soulevées par les sabots des ânes, par les sandales raclant les routes chauffées par le soleil, par le tourbillon incessant de la vie dans une ville surpeuplée. Et dans cette poussière, on voyait toujours des enfants. Ils filaient à travers les ruelles, jouaient dans les cours, transportaient des jarres d'eau presque aussi grandes qu'eux, et apprenaient, dès leurs premières années, le poids de la survie. Pour comprendre ce monde, il faut regarder à travers leurs yeux, car ils représentaient l'avenir de la terre entre les rivières, même si leur enfance était éphémère et fragile. Les premières années d'un enfant mésopotamien se passaient sous le regard de sa mère. Les nourrissons étaient bercés, allaités, bercés par des berceuses portant les mêmes rythmes que les mères fredonnent encore aujourd'hui. Mais l'enfance était périlleuse. Les maladies se propageaient facilement, l'eau potable n'était jamais garantie, et la frontière entre la vie et la mort était mince. De nombreuses familles connaissaient la douleur de perdre un enfant, et chaque petite survie était célébrée comme une victoire, chaque année passée un motif de gratitude. À mesure qu'ils grandissaient, les enfants entraient rapidement dans la responsabilité. Un garçon de 5 ans pouvait déjà aider son père dans les champs, répandant les graines dans les sillons ou guidant les animaux sur de petits sentiers. Une fille du même âge pouvait s'asseoir aux côtés de sa mère au métier à tisser, ses doigts apprenant à transformer la laine en fil, main maladroite mais enthousiaste. L'enfance n'était pas une longue saison de jeu, mais un court pont vers le travail. Chaque enfant était un apprenti, ses leçons gravées non pas dans des livres, mais dans des tâches répétées jusqu'à devenir naturelles. Pourtant, le jeu trouvait toujours sa place. Les archéologues ont découvert de petits jouets, de minuscules animaux en argile, des flûtes sculptées, des hochets, même de petites charrettes aux roues mobiles. Les enfants se poursuivaient dans les cours poussiéreuses, jouaient à des jeux de hasard avec des osselets, inventaient des concours de vitesse et de force. Le rire s'élevait au-dessus du bourdonnement du travail quotidien, rappelant qu'il était possible de trouver la joie même dans des conditions rudes. Pour les parents, ce rire était un baume, la preuve que l'innocence pouvait survivre malgré le travail. L'éducation avait aussi sa place, bien qu'elle ne fût pas universelle. Les fils des riches pouvaient être envoyés dans des maisons de tablettes, des écoles où ils apprenaient à lire et écrire le cunéiforme sous le regard sévère des scribes. Des heures étaient passées à imprimer des signes en forme de coins dans l'argile, à mémoriser de longues listes, à réciter à voix haute jusqu'à ce que les marques deviennent familières. La formation était rigoureuse, la discipline stricte, mais pour ceux qui persévéraient, elle ouvrait les portes à des postes de respect et d'influence. Pour la majorité des enfants, cependant, l'apprentissage venait de la famille des pères enseignant l'agriculture, des mères tissant, des aînés racontant histoires et chansons. La discipline était sévère, à la maison comme à l'école. Un enfant qui commettait une erreur pouvait sentir le coup d'un roseau sur son dos, ou la main ferme d'un parent corrigeant sa faute. L'obéissance et le respect étaient attendus, non discutés. Dans un monde où la survie était toujours incertaine, il y avait peu de place pour l'indulgence. Chaque membre du foyer, peu importe sa taille, portait sa part des fardeaux. Pourtant, les enfants étaient aimés. Les parents se faisaient du souci pour eux, célébraient leurs étapes et pleuraient profondément lorsqu'ils les perdaient. Une berceuse gravée dans l'argile raconte une mère apaisant son enfant agité avec des promesses de sécurité.
Un contrat légal pouvait nommer un fils héritier, protégeant son avenir. La dot d'une fille pouvait être soigneusement préparée des années à l'avance, sa valeur pour la famille tissée à la fois dans l'affection et la nécessité. Les liens familiaux étaient réels, et les enfants en étaient le centre. L'adolescence arrivait tôt. Dès leur adolescence, beaucoup étaient déjà mariés, leur enfance se terminant aussi vite qu'elle avait commencé. Les filles devenaient épouses, parfois mères avant même d'être adultes. Les garçons devenaient travailleurs, soldats ou apprentis, assumant pleinement les rôles attendus. Ce que nous appelons enfance était, en Mésopotamie, une brève préparation aux exigences de l'âge adulte. La poussière dans laquelle ils jouaient devenait celle dans laquelle ils travaillaient, la poussière des champs et des cours, la poussière même de la ville. Imaginez un enfant au crépuscule, assis dans la cour d'une maison modeste, la poussière collant à ses pieds nus. Il tient une charrette jouet dans une main, un bâton en bois dans l'autre. Son père l'appelle et il met le jouet de côté, se levant pour aider à rassembler les animaux pour la nuit. Demain, il se lèvera tôt pour travailler encore. Il ne sait pas que son rire, son apprentissage, son travail sont des fils dans une tapisserie qui s'étend sur des milliers d'années. Pourtant, ils le sont. Chaque enfant mésopotamien portait en lui l'espoir fragile de survie, la promesse que la ville, la famille, la civilisation elle-même pourraient durer. Ils étaient les enfants de la poussière jouant dedans, travaillant dedans, grandissant dedans. Leur vie était brève, souvent difficile, mais jamais insignifiante, car dans leurs petites mains reposait l'avenir de la terre entre deux rivières, et dans leur rire, porté par le vent à travers les cours baignés de soleil, la dureté de la vie s'adoucissait en quelque chose d'humain, quelque chose de durable. Vent de commerce et de guerre, les villes de Mésopotamie ne se tenaient pas seules. Leurs murs pouvaient s'élever haut, leurs portes se fermaient la nuit, mais les vents qui balayaient les plaines portaient plus que de la poussière. Ils transportaient des marchands et des soldats, des idées et des ambitions, de la richesse et du danger. Vivre dans la terre entre deux rivières, c'était sentir ces vents constamment parfois comme des brises apportant prospérité, parfois comme des tempêtes semant destruction. Commerce et guerre étaient des forces jumelles façonnant la vie mésopotamienne, la liant à des terres bien au-delà de ces rivières. Imaginez les quais le long d'un canal à l'aube. Les bateaux s'alignent sur les berges, leurs coques chargées de marchandises. Du sud vient le bois flotter depuis des montagnes lointaines, du nord la pierre, rare et précieuse sur les plaines. Les ânes traversent les portes de la ville, chargés de cuivre d'Oman, de lapis-lazuli d'Afghanistan, d'épices venues de terres encore plus lointaines. La place du marché se remplit de tumulte alors que les marchands étalent leurs produits tissus tissés, métaux polis, poteries fines. Les pièces telles que nous les connaissons n'existaient pas encore, mais l'argent, soigneusement pesé sur des balances, changeait de main, avec lui, la confiance. Le commerce était la vie. Le sol mésopotamien était fertile mais manquait de nombreuses ressources naturelles, pas de grandes forêts pour le bois, pas de montagnes riches en pierres, peu de métaux propres. Ce que les rivières donnaient en abondance, la terre le retenait par rareté. Pour construire des villes, fabriquer des outils, armer des soldats, les Mésopotamiens devaient regarder au-delà. Les caravanes traversaient les déserts, les bateaux descendaient les rivières, les marchands apprenaient à marchander dans de nombreuses langues. Chaque commerce était un risque, mais chacun était une nécessité. Et avec le commerce venaient non seulement des biens, mais des idées. L'écriture, les poids et mesures se répandaient de ville en ville, standardisant les échanges. Les mythes et les histoires voyageaient avec les marchands, portés par le chant et la conversation. Les techniques de tissage, de brassage ou de construction se transformaient et s'amélioraient au contact des artisans des villes lointaines. Les vents du commerce n'étaient pas seulement économiques, ils étaient culturels, tissant des liens à travers un patchwork de peuples et de lieux. Mais ces mêmes vents pouvaient changer, apportant le choc des armées. Les villes mésopotamiennes, si proches et dépendantes des mêmes rivières, se tournaient souvent de partenaire en rival. Un canal détourné trop en amont pouvait affamer les champs en aval, et les disputes sur l'eau dégénéraient rapidement en raids, puis en guerre. Les armées partaient sous les bannières de leurs rois, soldats portant lances et boucliers, chars cliquetant sur la plaine. La guerre était aussi constante que le commerce, une ombre suivant la prospérité.
Les villes montaient en puissance pour être conquises et absorbées par leurs voisins. Les souverains construisaient des murs non seulement pour se protéger des crues d'eau, mais des crues d'hommes. La victoire apportait butin, travail forcé, terre saisie, trésors ramenés triomphalement. La défaite apportait ruines, maisons brûlées, familles dispersées, dirigeants traînés en chaîne. Pour le peuple ordinaire, la guerre n'était pas une gloire mais un bouleversement. Un paysan pouvait être enrôlé dans l'armée, laissant ses champs à l'abandon. Une famille pouvait se réveiller pour voir les ennemis franchir les portes de la ville, leur vie bouleversée en un instant. Vivre en Mésopotamie, c'était vivre avec la conscience que la sécurité était fragile, que la fortune pouvait changer avec les vents de la saison. Pourtant, comme le commerce, la guerre remodelait aussi la civilisation. Les rois victorieux se vantaient de leurs conquêtes dans des inscriptions gravées dans la pierre et pressées dans l'argile. Les villes absorbaient les cultures des peuples conquis, adoptant de nouvelles coutumes, de nouvelles techniques, de nouveaux dieux. Même la destruction portait les graines du changement, poussant la société mésopotamienne à évoluer, s'adapter et se reconstruire plus forte qu'auparavant. Imaginez-vous sur un mur de ville au crépuscule. À l'ouest, vous voyez la poussière d'une caravane arrivant, âne chargé de marchandises venues de terres lointaines. À l'est, vous voyez la poussière d'une armée approchant, lance scintillant dans le soleil déclinant. Les deux font partie du même monde, du même cycle. Les vents qui apportent la richesse peuvent aussi apporter la ruine, et les habitants des deux rivières vivaient suspendus entre les deux. Ce flux constant donnait à la Mésopotamie son caractère agité, ambitieux, résilient. Les marchands apprenaient à négocier non seulement les prix, mais les dangers. Les soldats à marcher et reconstruire. Les villes à se relever après leur chute. Commerce et guerre n'étaient pas opposés. Ils étaient liés, chacun façonnant l'autre, chacun enseignant des leçons sur la survie dans une terre où rien n'était permanent. Ainsi, à travers les siècles, les vents continuèrent de souffler. Les caravanes allaient et venaient, les armées se levaient et tombaient, les villes prospéraient et s'effondraient. Pourtant, le peuple perdurait, s'adaptant à tout ce que l'horizon apportait. Dans le flux et reflux du commerce et de la guerre, il sculptait l'histoire de la civilisation elle-même fragile, incertaine mais intacte. Temples, ziggourats et tours d'argile. Élevez-vous au-dessus des rues encombrées d'une ville mésopotamienne et vous verriez quelque chose d'inimitable sur l'horizon. Des tours d'argile, étagées et massives, s'élevant marche par marche vers les cieux. C'étaient les ziggourats, des temples sans équivalent dans le monde, construits non pas en marbre ou en pierre, mais en briques de boue séchées au soleil, les matériaux les plus simples façonnés en structures grandioses. Elles se dressaient au cœur de la ville, symbole de son identité, de sa fierté et de sa permanence. Depuis le sol, elles semblaient toucher le ciel. De larges escaliers grimpaient sur leurs flancs, menant d'une terrasse à l'autre, jusqu'au sanctuaire au sommet. Là, bien au-dessus du tumulte des marchés et des ateliers, l'air devenait immobile. Pour les habitants en contrebas, c'était le point le plus proche que l'humain pouvait atteindre du domaine divin. Une ziggoura n'était pas un lieu pour les foules ou les cérémonies, le sanctuaire intérieur était réservé à quelques élus, mais pour tous dans la ville, sa simple présence suffisait. Elle rappelait chaque jour leur lien avec quelque chose de plus grand, leur place dans un monde ordonné. Mais avant les ziggouras, il y avait des temples plus simples. Dans les premiers villages, les sanctuaires étaient des pièces modestes, murs enduits à la chaux, autels garnis d'offrandes de grains, d'huile et d'animaux. Ces temples étaient autant des centres communautaires que des espaces sacrés, des lieux de rassemblement, de stockage et de consultation. À mesure que les villages devenaient villes, les temples grandissaient avec eux, s'étendant en complexes de cours, de magasins et de salles. À l'époque des grandes cités, États, les temples étaient devenus de véritables centres de pouvoir, contrôlant les terres, gérant la main-d'œuvre et organisant le commerce. Servir le temple, c'était servir la communauté, et d'une certaine manière, le temple était le cœur battant de cette communauté. La ziggoura était l'aboutissement de cette croissance. N'étant plus seulement une salle ou une cour, elle était une montagne bâtie par la main humaine, un axe visible entre terre et ciel.
Brique après brique, des milliers de briques étaient empilées, chacune faite en pressant la boue dans des moules séchant au soleil, parfois cuites dans des fours pour plus de solidité. Le travail était sans fin. Maintenir une ziggoura debout était accepter une vie entière de reconstruction, une lutte continue contre la dégradation. Et pourtant, elle perdurait. Les villes investissaient d'énormes ressources pour ériger et entretenir ces tours, car leur importance allait bien au-delà de leurs briques. Une ziggoura était une déclaration. Cette ville a du pouvoir, cette ville est durable, cette ville peut toucher les cieux. Elle était visible à des kilomètres à travers la plaine, un repère pour les voyageurs, un rappel pour les rivaux. Dans ces murs, les scribes travaillaient, les prêtres accomplissaient des rituels, et les magasins se remplissaient de grains, d'huile et de trésors. Dans tous les sens spirituels, politiques, économiques, la ziggoura se tenait au centre de la vie mésopotamienne. Imaginez-vous à Ur à son apogée. Depuis les portes de la ville, vous verriez la grande ziggoura s'élever au loin, ses côtés en terrasse brillant sous la boue fraîchement enduite. En approchant, les rues deviennent plus animées pèlerins portant des offrandes, ouvriers transportant des briques, scribes comptant les livraisons de grains destinés aux entrepôts du temple. En gravissant ces larges marches, vous sentiriez la chaleur se dégageant des briques séchées sous vos sandales, entendriez les appels des ouvriers réparant les murs et sentiriez la légère odeur de l'argile cuite par le soleil. Arrivé au sommet, vous trouveriez un sanctuaire petit mais puissant, à l'écart du monde en contrebas, où semblaient se concentrer les espoirs de la ville. Mais toutes les tours n'étaient pas purement sacrées. Les palais s'élevaient également, leurs murs décorés de fresques et de reliefs de rois et de guerriers. Ils n'étaient pas des ziggouras, mais partageaient le même langage de pouvoir, brique sur brique, plus haut que les maisons ordinaires, visibles de tous. Ensemble, palais et ziggoura définissaient l'horizon. Rappel jumeau des forces qui façonnaient la vie mésopotamienne autorité et révérence, pouvoir et rituel. Il y avait de la fragilité dans toute cette grandeur. Façonnées en briques de boue, les tours d'argile nécessitaient des soins constants. Les négliger, c'était les voir s'effondrer. Les abandonner, et en quelques décennies, vents et pluies les réduiraient en monticules. Beaucoup de ruines mésopotamiennes que nous voyons aujourd'hui ne sont guère plus que cet tas fondu, esquisse de tours jadis majestueuses. Les ziggouras semblaient éternels à ceux qui les construisaient, mais le temps a prouvé le contraire. Pourtant, bien que les briques aient disparu, l'idée perdure. L'idée qu'une ville proclame sa grandeur par ce qu'elle construit, que les monuments élevés incarnent identité et pouvoir, a commencé ici. De ces tours d'argile naquirent les graines des merveilles futures pyramides, temples, cathédrales, gratte-ciel. Tous résonnent de la même impulsion, s'élever, durer, rendre l'éphémère permanent. Au final, la ziggoura n'était pas seulement un temple. Elle était le miroir de la Mésopotamie elle-même, fragile dans sa matière, durable dans sa vision. Faite de poussière mais aspirante aux cieux, elle capturait le paradoxe de la terre entre deux rivières. Une civilisation enracinée dans la boue mais rêvant l'éternité, écho dans la terre. Ce qui reste de la première civilisation du monde, l'histoire de la Mésopotamie ne s'achève pas dans ses villes, ni dans ses empires, ni même dans les tablettes pressées par les scribes. Elle s'achève dans la terre elle-même, sous les champs de blé et les villages de briques, sous des couches de poussière et des siècles de silence, reposent les vestiges du premier grand essai de civilisation du monde. Traverser ces plaines aujourd'hui, c'est marcher sur des échos faibles, fragmentés, mais encore parlants si l'on sait écouter. Les archéologues ont découvert ces échos morceau par morceau. Un monticule de terre, informe à l'œil, révèle en creusant les fondations de murs autrefois dressés. Des tessons de poterie éparpillés par le temps racontent les repas partagés par les familles, l'artisanat qui façonnait leur quotidien. Des tablettes d'argile, préservées par accident dans les incendies qui détruisirent les villes qui les abritaient, portent des voix à travers 5000 ans contrats, hymnes, récits, débats, rêves. C'est à travers ces vestiges fragiles que nous connaissons la Mésopotamie. Les grandes ziggouras ne sont plus des tours mais des collines érodées, leurs briques fondues par la pluie en masse d'argile durcie. Pourtant, même en ruine, elles conservent une présence. Tenez-vous à Ur.
là où les marches de la Ziggoura ont été reconstruites, et vous pouvez presque sentir le rythme des pas qui les gravissaient des siècles plus tôt, presque voir l'horizon tel qu'il était, strié et fier. À Ninive, des fragments de reliefs de palais révèlent chasse et bataille, leurs lignes encore nettes, leur puissance palpable malgré des siècles enfouis dans la poussière. Ce ne sont pas des fantômes, ce sont des rappels que l'ambition humaine laisse toujours sa trace. Et les tablettes? Des milliers ont été trouvées, bien d'autres encore cachées sous le sol. Elles enregistrent le bruit de la vie quotidienne avec un détail stupéfiant. Le prix de l'orge, les règles d'un jeu, les inquiétudes d'un père organisant un mariage. D'autres portent le poids de l'épopée, la quête d'immortalité de Gilgamesh, les récits de déluge et de héros qui résonnent faiblement dans des mythes ultérieurs. Chaque tablette est une fenêtre non seulement sur les rois, mais sur les gens scribes, marchands, mères, enfants qui vivaient et respiraient dans ces villes d'argile. Pourtant, la terre ne livre pas facilement ses secrets. Beaucoup est perdu. Le bois pourrissait depuis longtemps, les textiles se désagrégeaient, les voies non pressées dans l'argile disparaissaient sans laisser de traces. Ce que nous voyons est partiel, fragment d'une vaste tapisserie maintenant déchirée et incomplète. Pourtant, les fragments suffisent à nous rappeler l'ensemble. Même un pot cassé raconte une main qui l'a modelé, une vie qui en dépendait autrefois. Ce qui reste dépasse les artefacts. C'est une influence. Chaque fois que nous divisons une heure en 60 minutes, nous entendons la Mésopotamie. Chaque fois que nous retraçons une loi jusqu'à des codes écrits, nous entendons la Mésopotamie. Chaque fois que nous observons les étoiles et voyons non pas le chaos mais le motif, nous entendons la Mésopotamie. Les échos de leurs innovations n'ont jamais disparu. Ils se sont tissés dans la structure même de notre vie. Et peut être plus durable encore est la leçon de fragilité. Les villes des deux rivières étaient puissantes, mais elles n'étaient pas éternelles. Les inondations les effaçaient, les incendies les consumaient, les guerres les abattaient, la négligence les réduisait en ruines. Elles nous rappellent qu'aucune civilisation, aussi forte soit-elle, n'échappe au temps. Les tours d'argile, autrefois jugées indestructibles, ne sont plus que des monticules à l'horizon. Les souverains qui se proclamaient rois du monde ne sont plus que des noms gravés faiblement dans la pierre brisée. Mais fragilité ne signifie pas échec. L'héritage de la Mésopotamie réside non dans ses ruines, mais dans sa survie à travers la mémoire. Son peuple rêvait, construisait, calculait, écrivait. Il osait se rassembler en ville quand personne ne l'avait fait avant. Osait façonner les rivières, osait graver ses voix dans l'argile, afin que des inconnus des millénaires plus tard puissent encore les entendre. Cela n'est pas un petit triomphe. Alors, quand vous imaginez la Mésopotamie, ne pensez pas seulement à la poussière et aux ruines. Pensez au potier lissant le rebord d'un vase, à l'enfant jouant dans une cour, au scribe pressant un calame dans l'argile humide. Pensez aux rivières qui gonflent et se retirent, aux champs mûrissant sous l'orge, aux tours s'élevant marche par marche. Pensez à l'écho qu'ils ont laissé, porté non par la pierre mais par la persistance de la mémoire. Car au final, la Mésopotamie n'est pas disparue. Elle vit dans les mots que nous écrivons, dans les chiffres que nous comptons, dans les heures que nous gardons. Elle vit dans chaque effort pour comprendre le monde à travers la loi, la science, le récit. La terre peut recouvrir ses ruines, mais elle ne peut faire taire son héritage. La première grande civilisation parle encore doucement, mais sans fin à travers les échos dans la terre. La terre entre deux rivières, bien avant que le mot civilisation ne soit jamais prononcé, avant que des villes ne s'élèvent comme des dents acérées à l'horizon, il y avait une étendue de terre qui abritait deux puissantes rivières, le Tigre et l'Euphrate, des noms qui portent encore aujourd'hui un poids, sculptaient leur chemin à travers un paysage impitoyable. Ce n'étaient pas des cours d'eau doux, mais des forces sauvages et imprévisibles, parfois nourricières, parfois cruelles. Ensemble, elles donnaient vie à un endroit appelé Mésopotamie, littéralement la terre entre les rivières. Pour comprendre la vie ici il y a 5-0 ans, il faut commencer par les rivières elles-mêmes, car elles n'étaient pas de simples voies d'eau. Elles étaient la colonne vertébrale, le souffle et la menace constante de cette terre. Imaginez-vous au bord de l'Euphrate à l'aube. Le soleil se lève sur un horizon plus poussiéreux que vert, projetant une lumière qui fait scintiller chaque ride. L'air sent la terre humide où les crues se sont retirées, et les paysans s'agenouillent dans la boue pour examiner les jeunes pousses d'orge. Sans ces crues annuelles, il n'y aurait eu ni ville, ni roi, ni mots écrits sur l'argile.
Mais les crues sont capricieuses. Trop d'eau, et les villages sont emportés. Trop peu, et les champs se dessèchent jusqu'à se fissurer comme des os. Pour les Mésopotamiens, survivre était un acte d'équilibre, un pari éternel avec le tempérament des rivières. Quand les crues étaient généreuses, elles laissaient derrière elles un limon fertile, sombre et riche, un miracle dans un monde désertique. De ce don naissait l'abondance des champs d'orge, de blé et de lentilles s'étendant à perte de vue. Les paysans creusaient des canaux et des rigoles, espérant plier les rivières à leur volonté. Les systèmes d'irrigation étaient des exploits collectifs, les voisins travaillant côte à côte sous le soleil impitoyable. Ce n'était pas juste de l'agriculture, c'était la survie inscrite dans le sol. Et pourtant, ces mêmes rivières qui soutenaient la vie avaient un côté sombre. Elles gonflaient sans prévenir, noyant le bétail, emportant des huttes, réduisant des mois de travail en boue et en ruines. Pour les anciens Mésopotamiens, les rivières étaient des dieux, pas des divinités sculptées, mais des forces vivantes qu'on ne pouvait ignorer. La terre elle-même était paradoxale. S'éloigner des rives, et le monde devenait hostile, une étendue de plaines arides incapables de soutenir la vie. Mais près de l'eau apparaissait une oasis d'abondance. Ce contraste façonnait les habitants. Ils étaient prudents et ambitieux, dépendants et défiants des éléments. Ils construisaient avec de la boue et des roseaux, sachant que les murs pouvaient s'effondrer au premier orage. Mais de cette fragilité naissait l'innovation. Ils apprenaient à empiler des briques d'argile, à les cuire au soleil, à façonner des roseaux en toit. De simples huttes étaient les premières esquisses d'architecture, les plans des villes qui un jour s'élèveraient en ziggourats et palais. Pourquoi ici? Pourquoi ne pas aller quelque part de plus sûr? La réponse réside dans le pari. Le Tigre et l'Euphrate offraient non seulement des sols fertiles, mais aussi des voies de communication. Des bateaux en roseaux et bitume glissaient sur les courants, transportant marchandises, histoires et idées. Les rivières n'étaient pas des frontières, elles étaient des ponts, reliant des villages dispersés à quelque chose de plus grand. Les commerçants descendaient en aval avec des jarres d'huile, remontaient avec des paniers de poissons, échangeant plus que des biens. Ils échangeaient connaissances, techniques et visions du monde. Pas à pas, la terre entre les rivières devint plus qu'un lieu de survie, elle devint un lieu de construction. Vivre dans la Mésopotamie ancienne, c'était vivre avec l'incertitude comme plus proche compagnon. L'horizon était ouvert, les menaces nombreuses, et pourtant les gens restaient. Ils ne se contentaient pas de rester, ils prospéraient. Voyez l'audace qu'il fallait pour s'installer définitivement, voir des rivières qui détruisaient autant qu'elles nourrissaient et dire « Oui, ceci sera notre maison ». Ce courage façonna une culture. Il engendra résilience, ingéniosité et volonté d'imposer l'ordre au chaos. On le voit dans l'organisation des champs, la construction de canaux, voire l'invention de l'écriture pour suivre qui possédait quelle mesure de grain. Du limon et du risque naquit l'ordre. Même leurs mythes, murmurés au coin du feu, portaient l'empreinte des rivières. Les histoires de crues, d'eau nettoyant le monde, n'étaient pas des légendes abstraites, elles étaient des souvenirs gravés par les désastres répétés. Être mésopotamien, c'était porter la mémoire des catastrophes, mais se relever à chaque fois. Chaque récolte était un pari, chaque maison fragile, mais dans le pari résidait la possibilité. Ainsi, la terre entre les rivières devint un laboratoire de la possibilité humaine. Ici, les premières villes s'élevèrent, nourries par des sols fertiles, protégés contre des eaux instables. Les habitants se rassemblaient non seulement pour planter et récolter, mais pour organiser, gouverner, raconter des histoires et façonner l'ordre à partir de l'incertitude. De notre perspective moderne, lorsque nous nous demandons où tout a commencé l'écriture, les villes, les lois, nous nous retrouvons une fois encore sur les rives du Tigre et de l'Euphrate. Dans le silence de l'aube, on peut presque entendre les paysans penchés sur les champs, les bateaux glissant sur les courants, la vie montant et descendant au rythme des rivières. Voici la Mésopotamie, ni paradis ni malédiction, mais un équilibre fragile entre les deux. Ici, l'humanité a appris non seulement à survivre, mais à construire un monde digne d'être transmis. L'argile est la naissance de l'écriture. Si vous voulez entrevoir le moment où l'humanité parla pour la première fois à travers le temps, imaginez une motte d'argile humide. Rien de sophistiqué, rien de brillant, juste de la boue ordinaire façonnée par un scribe. Il prend un calame en roseau, presse sa pointe sur la surface et laisse une marque en forme de coin.
puis une autre. Quand l'argile durcit au soleil, elle devient plus que de la terre, elle devient mémoire. À cet instant, la Mésopotamie inventa un moyen de capturer la pensée elle-même, et la civilisation ne serait plus jamais la même. L'histoire commence par la nécessité. Les paysans devaient suivre les récoltes, les commerçants leurs dettes, les administrateurs des temples les offrandes. Dans un monde de commerce croissant, la mémoire humaine ne suffisait plus. Les mots prononcés s'effacent, les mots pressés perdurent. Cette endurance était pouvoir. Au début, les marques étaient simples. De minuscules jetons en argile cône, sphères, disques représentaient des biens, une jarre d'huile, une mesure de grain. Les jetons étaient placés dans des enveloppes d'argile, puis quelqu'un eut l'idée de presser le symbole directement sur une surface plate. Le cunéiforme naquit, son nom vient du latin pour coin, d'après l'empreinte du roseau. La comptabilité évoluerait en poésie, loi et mythe. Imaginez un scribe penché sur sa tablette. L'air bourdonne de commerçants, bœufs et enfants, mais il griffe rapidement, transformant le chaos en ordre. Chaque coin est incliné avec soin. Son travail crée un pont entre présent et futur. Les tablettes peuvent être lues des siècles plus tard, survivant à leur créateur. La société pouvait désormais dépasser la mémoire. Instructions standardisées, lois fixées, accords contraignants, les rois enregistraient victoires, les prêtres rituels, les commerçants contrats. Tenir une tablette, c'était détenir l'autorité. Les scribes devinrent des gardiens respectés de la permanence. Plus que des clercs, ils préservaient la société elle-même. L'argile devint un support pour l'imagination. Épopées, hymnes, prières coulaient du calame à la tablette. L'épopée de Gilgamesh survit parce que les scribes ont gravé ses vers dans l'argile. Sans écriture, elle se serait effacée comme un conte au coin du feu. Apprendre le cunéiforme était ardu. Les élèves mémorisaient des milliers de symboles, chacun avec plusieurs significations. L'alphabétisation accordait privilèges. Un paysan pouvait peiner dans l'anonymat, tandis qu'un scribe gravait la pensée dans l'éternité. La permanence de l'argile offrait à la Mésopotamie une mémoire unique. Le papyrus et le parchemin se dégradent facilement, mais l'argile, parfois cuite accidentellement dans des incendies, durait des millénaires. Les archéologues tiennent aujourd'hui des tablettes s'enregistrant vente de moutons, division de terres ou décrets royaux, une voix venue de 5 ans. L'écriture n'était pas universelle. La plupart des Mésopotamiens restaient illettrés. C'était un outil d'élite. Pourtant, son influence imprégnait la société. Même les illettrés savaient que des contrats existaient, que les dettes étaient consignées, que l'histoire était écrite. L'écriture modifiait la vie elle-même. Approchez, et vous verrez le commencement de tout. Loi, littérature, bureaucratie, histoire. Sans le cunéiforme, les exploits des rois s'effaceraient. L'histoire du déluge disparaîtrait. L'humanité perdrait sa voix. L'argile ordinaire détenait un potentiel extraordinaire. Mémoire, une façon de parler à travers le temps. De la boue, ils créèrent l'immortalité et ouvrirent une porte par laquelle toute l'histoire marcherait. Dans la maison familiale, éloignez-vous du bruit du marché, passez l'ombre imposante du temple et les rues encombrées de la ville, et glissez-vous dans une porte en briques d'argile. À l'intérieur, le monde semble différent. La lumière s'atténue, l'air se rafraîchit, les sons des ânes et des marchands s'évanouissent, remplacés par le calme de la vie familiale. Voici la maison mésopotamienne. L'endroit où les rythmes publics de la ville cédaient la place aux poules privées de l'existence quotidienne. À première vue, la maison est simple, même modeste. Des murs de briques cuites ou séchées au soleil forment un rectangle autour d'une petite cour. Le toit est plat, construit de roseaux et de boue, parfois assez solide pour dormir dehors les nuits chaudes. Les fenêtres sont des fentes étroites, laissant entrer peu de lumière mais tenant la poussière et la chaleur à distance. Mais à l'intérieur de ces murs, la vie se déploie dans toute sa plénitude. Repas cuisinés, enfants élevés, disputes murmurées, rêves partagés. La cour est le centre du foyer. Elle est ouverte sur le ciel, une petite place de lumière autour de laquelle s'agencent les pièces comme des pétales. Ici, la famille se réunit pour manger, travailler,
se reposer, un foyer fume. Une marmite de ragoût d'orge bout tandis que le pain plat cuit contre les murs chauds d'un four en argile. L'odeur des oignons et de l'ail flotte dans l'air. Des poules picorent le long des bordures. Et une jarre de bière reste fraîche à l'ombre. La vie quotidienne n'est pas une oisiveté tranquille, c'est un rythme constant de tâches, chacune reliant la famille entre elles. Entrez dans une pièce et vous pourriez trouver un métier à tisser où la laine est transformée en tissu. Dans une autre, des jarres de stockage contiennent grains, huile et dattes, scellés avec des bouchons d'argile pour tenir les nuisibles à distance. La richesse d'une famille ne se mesure pas en pièces d'argent rares, mais dans ses réserves de nourriture et de biens. La maison elle-même est à la fois abri et entrepôt, refuge et ressource. Ses murs contiennent non seulement des personnes, mais la fragile promesse de survie. La famille était le cœur de la vie mésopotamienne. Le père en était le chef, légalement responsable des décisions et des dettes du foyer. Il pouvait être sévère, son autorité rarement contestée. Mais son rôle était aussi protecteur. La mère gérait le fonctionnement intérieur de la maison, supervisant la cuisine, le tissage et la garde des enfants qui maintenaient la famille stable. Les enfants apprenaient tôt leurs devoirs. Les fils accompagnaient souvent leur père dans les champs ou les ateliers, tandis que les filles apprenaient les compétences du foyer. La vie était un apprentissage. Chaque génération préparant la suivante à porter le poids de la survie. Mais ces foyers n'étaient pas seulement des lieux de travail, ils étaient aussi des lieux de tendresse. Imaginez une mère chantonnant en pétrissant la pâte, son plus jeune enfant tirant sur sa manche. Imaginez un père sculptant un petit jouet en bois pour amuser son fils. Le soir, la famille pouvait se réunir sur le toit pour échapper à la chaleur, allongée sous les étoiles, écoutant les sons nocturnes de la ville autour d'eux. Dans ces moments tranquilles, les lourds fardeaux de la loi et du travail cédaient la place à la simple connexion humaine. Les maisons étaient aussi des lieux de tradition. Les ancêtres y étaient honorés, parfois par de petites offrandes, parfois par des histoires murmurées. La sagesse des grands-parents se tissait dans les routines quotidiennes, leurs conseils sur quand semer, quand récolter, quand célébrer. La famille n'était pas seulement les vivants à l'intérieur des murs, c'était la ligne de génération s'étendant vers le passé, ancrant le présent dans la mémoire des ancêtres. Les femmes des deux rivières. Pour comprendre la vie en Mésopotamie, il ne suffit pas de regarder les rois, les scribes ou les paysans courbés sur leurs champs. Il faut aussi regarder les femmes qui se déplaçaient silencieusement dans les cours et les marchés, qui portaient l'eau du fleuve, qui cuisinaient le pain et brassaient la bière, qui donnaient naissance et élevaient les enfants dans des maisons de boue et de briques. Elles n'étaient pas souvent gravées dans la pierre ou inscrites sur des tablettes, mais leur présence remplissait chaque recoin de la terre entre les rivières. Sans elles, l'histoire de la civilisation serait vide. Entrez dans un foyer et vous la verrez à l'œuvre. Elle pétrit la pâte à la lumière du matin, façonnant des pains plats qu'elle frappe contre les parois chaudes du four. Elle brasse la bière dans des jarres d'argile, la mousse bouillonnant doucement au fur et à mesure de la fermentation. Son métier à tisser grince, tandis qu'elle transforme la laine en tissu, ses doigts précis, son rythme sûr. Ce n'étaient pas de simples tâches, ce sont des compétences affinées au fil des générations, chacune vitale pour la survie de la famille. Pain, bière, tissu et huile, telles étaient les fondations de la vie, et les femmes en étaient les gardiennes. Mais la vie des femmes ne se déroulait pas seulement dans les cuisines et les cours. Beaucoup apportaient leurs produits au marché, vendant bière, textiles ou poterie aux côtés des hommes. Une femme habile à brasser pouvait faire prospérer son foyer, ses jarres recherchées sur la place animée. Certaines géraient des tavernes, lieux bruyants de rire et de commérages, où la bière se versait et les histoires circulaient aussi facilement que la boisson. D'autres travaillaient comme sages-femmes, leur connaissance des herbes et de l'accouchement transmise à voix basse, leurs mains guidant la vie nouvelle dans le monde. Le mariage était central pour la place d'une femme dans la société. Les familles arrangeaient les unions, souvent scellées par des contrats pressés dans l'argile. Une dot pouvait être donnée jarre d'huile, laine ou bétail, transmise de sa famille à celle de son mari. Une fois marié, son rôle était clair, gérer le foyer, enfanter,
assurer la continuité de la lignée. Pourtant, dans ces limites, il y avait aussi du respect. Une épouse capable qui gérait bien sa maison était vue comme honorable, son influence tissée dans chaque décision du foyer. Et les femmes avaient aussi une position légale, plus qu'on ne pourrait l'imaginer. Si elles étaient lésées, elles pouvaient présenter leur cas devant des juges. Si elles étaient veuves, elles pouvaient hériter des biens. En cas de divorce, la loi protégeait souvent leur droit de retourner chez leur père avec leur dot. Tous les résultats n'étaient pas justes, et toutes les lois n'étaient pas clémentes, mais les femmes mésopotamiennes n'étaient pas invisibles aux yeux de la justice. Leur vie était consignée dans les contrats, leur voix parfois préservée dans l'argile. Il y avait aussi des femmes de haut rang, épouses de rois et de prêtres, dont les noms apparaissent parfois dans l'histoire. Certaines servaient comme prêtresses, officiant dans les temples, maintenant les rituels vivants et occupant des positions d'influence réelles. D'autres géraient des domaines, supervisant serviteurs, travailleurs et commerces. Pour ces femmes, le poids de la responsabilité dépassait le foyer, touchant les courants plus larges de la ville elle-même. Et bien que la plupart n'aient laissé aucun mot écrit, leurs décisions façonnaient la vie de nombreux habitants. Pourtant, pour chaque femme dont le nom survit, d'innombrables autres restent anonymes. La fillette qui va chercher l'eau dans des jarres d'argile, les équilibrant avec soin sur ses épaules. La mère qui console un enfant malade toute la nuit, murmurant prières et promesses. L'épouse qui attend le retour de son mari des champs, la peur montant à chaque crue menaçant d'inonder. Ces femmes vécurent et moururent invisibles pour l'histoire, mais leur travail n'était pas moins essentiel que celui des rois qui construisaient les murailles ou des scribes qui gravaient les tablettes. Traverser une ville mésopotamienne, c'était voir des femmes partout, leur travail entrelacé au rythme de la vie. Au puits, leurs conversations s'élevaient alors qu'elles tiraient l'eau ensemble. Au marché, elles négociaient le grain, pesaient la laine et versaient la bière dans des tasses d'argile. Dans les champs, elles glanaient après la récolte, ramassant ce qui restait pour leur famille. Lors des festivals, elles rejoignaient les processions, leur voix s'élevant en chant, leur présence façonnant le cœur communautaire de la ville. Il est tentant, quand on regarde en arrière, d'imaginer les civilisations anciennes comme des histoires d'hommes rois, guerriers et prêtres. Mais les civilisations durent non seulement par les monuments, mais par la constance silencieuse de la vie quotidienne. Et les femmes en étaient les gardiennes les plus fidèles. Elles donnaient naissance, élevaient les enfants, entretenaient les feux, tissaient, brassaient, cuisinaient et raccommodaient. Entre leurs mains, le fragile fil de la survie était tenu et transmis. Alors, quand vous imaginez la Mésopotamie, ne voyez pas seulement les temples s'élevant au-dessus de la plaine ou les armées marchant sous leurs bannières. Voyez aussi la femme penchée sur son four, la fillette filant la laine sur ses genoux, la mère consolant son enfant sous la faible lueur d'une lampe à huile. Leurs noms peuvent être perdus, mais leur vie fut le fondement des premières cités du monde. Dans la terre entre les rivières, le travail des femmes n'était pas écrit dans la pierre, mais il était gravé dans le tissu même de la civilisation. La rivière, c'est inondation, famine et peur de la nature. Vivre en Mésopotamie, c'était vivre à la merci des rivières. Le Tigre et l'Euphrate donnaient la vie, transportant le limon qui rendait la plaine fertile, nourrissant les cultures qui soutenaient les villes. Mais les rivières apportaient aussi la destruction. Leurs eaux pouvaient monter soudainement, noyant les champs, emportant les huttes et laissant des familles brisées derrière elles. Peu importait combien de canaux avaient été creusés, combien de digues avaient été construites, les rivières avaient toujours le dernier mot. Elles étaient à la fois amies et ennemies, source de vie et menace. Et chaque Mésopotamien le savait. Imaginez un paysan au bord de son champ, observant l'eau s'écouler au printemps. Si le niveau montait juste ce qu'il fallait, son orge prospérerait. S'il montait trop, les jeunes plants seraient emportés. S'il ne montait pas du tout, la terre se fendrait, sèche et stérile, et la faim s'étendrait dans la ville d'ici l'hiver. Vivre en Mésopotamie, c'était regarder l'horizon avec des yeux anxieux, lire le ciel à la recherche des signes de pluie, attendre le verdict de la rivière sur l'abondance ou la famine de l'année. Les inondations pouvaient arriver avec une rapidité terrifiante.
Le Tigre en particulier était imprévisible, sujet à des montées soudaines qui brisaient les digues et se répandaient sur la plaine. Les familles se précipitaient pour sauver ce qu'elles pouvaient, transportant des paniers de grains vers des hauteurs, conduisant les animaux sur les toits. Les enfants pleuraient tandis que l'eau montait, les murs de boue s'effondrant sous le courant. Une seule crue pouvait annuler des mois de travail, laissant la faim derrière elle. Pour beaucoup, survivre signifiait reconstruire encore et encore, espérant que l'année suivante serait plus clémente. Et la famine n'était jamais loin. Si les crues échouaient, si les canaux s'asséchaient, si la pluie ne venait pas, les greniers de la ville se vidaient rapidement. Le pain s'amincissait, les jarres de bière se tarissaient, et les pauvres ressentaient le poids en premier. Les familles vendaient leur bétail pour acheter de la nourriture, puis leurs outils, puis parfois même leurs enfants comme serviteurs, désespérés de survivre. La faim rongeait non seulement le ventre, mais aussi les liens de la société, testant la résilience de chaque foyer, de chaque rue, de chaque cité. Pourtant, de cette incertitude naquit la résilience. Les Mésopotamiens apprirent à construire des réseaux d'irrigation complexes, creusant des canaux qui dirigeaient la puissance des rivières vers leurs champs. Ils apprirent à coopérer, des communautés entières travaillant ensemble pour entretenir les digues et nettoyer les cours d'eau. Si un paysan négligeait sa part du canal, de nombreux champs pouvaient échouer, et la responsabilité devenait partagée. Les rivières exigeaient l'unité, et de cette unité naquirent les fondements d'une société organisée. Mais même avec la planification, la nature ne pouvait être totalement maîtrisée. Une année sèche pouvait encore provoquer la famine, une crue soudaine emportait les champs. L'imprévisibilité des rivières façonnait non seulement l'agriculture, mais aussi la manière dont les Mésopotamiens percevaient le monde. La vie était précaire, l'ordre fragile, la survie jamais garantie. Et ainsi ils vivaient avec la conscience constante de forces plus grandes qu'eux, forces qu'on ne pouvait ignorer ni totalement contrôler. Imaginez à nouveau le paysan, cette fois après une récolte ratée. Son champ est poussiéreux, son orge flétrie. Il rentre péniblement par les portes de la ville, les mains vides. Au marché, les prix s'envolent au-delà de sa portée. Chez lui, ses enfants pleurent de faim. Il sait qu'il n'est pas seul, ses voisins souffrent aussi, mais cela offre peu de réconfort. Dans ses yeux, la connaissance que ni mur, ni roi, ni prêtre ne peuvent le protéger de la volonté des rivières. Son destin est lié aux eaux, et les eaux sont capricieuses. Et pourtant, malgré cela, le peuple survécut. Année après année, siècle après siècle, ils semèrent leur orge, creusèrent leurs canaux et placèrent leur confiance dans le rythme des rivières. Ils trouvèrent des moyens de s'adapter, de reconstruire, de se relever après la catastrophe. Leur résilience devint le socle de leur civilisation. Ils apprirent à vivre avec l'incertitude, à plier sans rompre, à continuer même lorsque les rivières les trahissaient. Voici le paradoxe de la Mésopotamie. Les mêmes rivières qui nourrissaient le berceau de la civilisation menaçaient aussi de la détruire. La peur des crues et de la famine n'était jamais loin, façonnant la manière dont les gens vivaient, travaillaient et percevaient leur monde. Vivre ici, c'était vivre avec le risque, toujours à une saison du désastre, toujours à une récolte de la survie. Et pourtant peut être que c'est cette lutte même qui fit durer la civilisation mésopotamienne. Le confort engendre la complaisance, l'adversité engendre la résilience. Les rivières forçaient leur peuple à s'organiser, coopérer, innover. Elles leur rappelaient que la survie n'était jamais garantie, que chaque miche de pain, chaque jarre de bière, chaque mur dressé contre la crue était précieux. La rivière savait, la rivière décidait. Et ceux qui vivaient entre ces rives apprenaient, encore et encore, à endurer son jugement. Dans cette endurance, la civilisation prenait racine. Chants d'argile, mythes, légendes et l'épopée de Gilgamesh. Si l'argile était le support de la loi et du commerce, elle était aussi le support de l'imagination. Dans les mêmes signes cunéiformes qui enregistraient dettes et contrats, les Mésopotamiens préservaient leurs histoires, leurs rêves, leurs peurs, leurs explications sur la raison pour laquelle le monde était tel qu'il était. Gravées sur des tablettes, ces histoires transmettaient les voix des poètes et des conteurs à travers les siècles,
transformant un souffle fragile en quelque chose de durable. Et parmi tous les récits inscrits dans l'argile, aucun n'a voyagé plus loin, aucun n'a résonné plus fort que l'histoire de Gilgamesh. Imaginez un conteur debout dans une cour sombre, sa voix portant par-dessus le crépitement d'un petit feu. Autour de lui, voisins et enfants se penchent, écoutant ses paroles sur les rois et les monstres, sur les voyages à travers montagnes et mers. Ces mots montent et descendent comme une musique, chaque tournant de l'histoire entraînant son auditoire plus profondément dans un monde à la fois familier et étrange. Plus tard, un scribe prendra ces mêmes mots, stabilisera sa main et les gravera dans l'argile. Dans cet acte, l'histoire passe de l'instant à l'éternité. L'épopée de Gilgamesh n'était pas un simple divertissement. C'était une méditation sur ce que signifie vivre, régner, perdre, mourir. Gilgamesh, roi d'Uruk, commence en figure d'arrogance, exigeant, agité, submergeant son peuple par sa force. Pour le tempérer, l'homme sauvage Enkidu est créé, égal à sa puissance, compagnon de son âme. Ensemble, ils entreprennent de grandes aventures terrassant des monstres, défiant les limites, goûtant à la gloire. Pourtant, même dans leur triomphe, l'ombre s'approche, car lorsque Enkidu tombe malade et meurt, Gilgamesh doit affronter l'ennemi que nul roi ne peut vaincre, la mort elle-même. C'est alors que l'histoire se tourne vers l'intime, des batailles aux questions existentielles. Gilgamesh erre, cherchant l'immortalité, désespéré d'échapper au sort qui a emporté son ami. Il rencontre des sages, affronte des épreuves, trouve même la plante de vie pour la perdre ensuite au profit d'un serpent qui glisse dans les eaux. Sa quête se termine non par la victoire, mais par la compréhension. La mortalité ne peut être niée. Ce qui perdure n'est pas la vie infinie, mais l'héritage que l'on laisse, les murs que l'on construit, la cité que l'on cultive, l'histoire qui survit. Pour le peuple mésopotamien, ce récit exprimait les vérités les plus profondes de leur existence. Les crues pouvaient emporter leurs récoltes, la famine rôdait dans leurs rues, les rois montaient et tombaient, mais la quête de sens face à la mortalité était universelle. Dans le chagrin et le désir de Gilgamesh, il voyait les leurs. Dans son acceptation finale, il percevait une manière de vivre pleinement malgré les limites de la vie humaine. Gilgamesh n'était pas seul. Les mythes mésopotamiens regorgeaient de dieux et de héros, de farceurs et de monstres, de déluges qui couvraient la terre et de voyages dans le royaume des morts. Ils expliquaient pourquoi les rivières débordaient, pourquoi les tempêtes frappaient, pourquoi la vie humaine était brève. Ils offraient avertissement et réconfort. Une manière de donner sens à un monde souvent imprévisible et cruel. Ces histoires n'étaient pas séparées de la vie, elles en faisaient partie. Récitées lors des fêtes, chuchotées dans les foyers, gravées sur des tablettes conservées dans les bibliothèques des temples. Pensez au récit du déluge conservé dans l'argile, l'histoire d'eau recouvrant la terre, d'un homme choisi qui construisit un grand bateau et sauva la vie de la destruction. Ce récit, raconté des siècles avant qu'il ne trouve écho dans d'autres traditions, révèle quelque chose d'essentiel. Les Mésopotamiens vivaient sous la menace constante des crues, si profondément que cela façonna leur imagination. Leur mythe portait la mémoire du désastre, mais aussi l'espoir de survie. Dans ces récits, l'humanité n'est jamais insignifiante. Fragile, oui, mortelle certainement, mais capable de grandeur, capable d'amitié, de courage, de sagesse, capable de bâtir des cités qui durent et d'écrire des histoires qui traversent le temps. Quand un scribe grava le récit de Gilgamesh dans l'argile, il n'enregistrait pas seulement un mythe, il préservait une vision de ce que signifie être humain avec toutes nos faiblesses et toutes nos forces. Ainsi, à travers 5000 ans, la voix de ce conteur nous atteint encore. Nous entendons le chagrin de Gilgamesh, le rire d'Enkidu, l'éclaboussement des rames sur des eaux interdites, le soupir là lorsque la plante de vie s'échappe. Nous ressentons le poids de la mortalité, la fin de sens, la volonté de construire quelque chose qui dure au-delà d'une vie. L'argile s'effrite. Les empires tombent. Et pourtant, par les mains patientes des scribes et la résistance des tablettes cuites, ces chants survivent. Ils nous rappellent que, même dans les premières cités,
Les hommes se posaient les mêmes questions que nous. Que signifie vivre? Que signifie mourir? Qu'est-ce qui, le cas échéant, perdure? L'épopée de Gilgamesh ne donne pas de réponse facile, mais elle nous tend un miroir réfléchissant non seulement le roi d'Uruk, mais tout être humain ayant jamais levé les yeux vers les étoiles, se demandant combien de temps son histoire durera. La loi au-delà du mur. Crime et punition. Sortez du marché, au-delà du bourdonnement du commerce et du murmure des potins, et vous découvrirez un autre aspect de la vie urbaine, celui où les querelles deviennent violentes, où le vol menace la survie, où la justice doit être recherchée. La Mésopotamie, comme toute civilisation, n'était pas seulement un lieu de coopération, mais aussi de conflit. Et à l'intérieur de ces murs de briques de boue, crime et punition faisaient partie du rythme quotidien, façonnant la manière dont les habitants vivaient ensemble dans des rues étroites et des cours resserrées. Imaginez un homme accusé d'avoir volé une chèvre. L'animal a disparu, le propriétaire est furieux, les voisins chuchotent. Dans une société où le bétail signifiait survie, le vol n'était pas un fait anodin. L'affaire est portée devant les juges, peut être à l'ombre d'un temple ou dans la cour d'un palais de gouverneur. Des témoins sont appelés, des serments prêtés, des tablettes gravées. Le destin de l'homme sera décidé non seulement par la vengeance, mais par la loi, par des règles déjà pressées dans l'argile, claires pour tous. Les peines pouvaient être sévères. Un voleur pouvait rembourser plusieurs fois la valeur de ce qu'il avait pris, parfois avec de l'argent qu'il ne possédait pas, parfois avec sa liberté. Dans les cas les plus graves, des sanctions encore plus dures se profilaient: battements, mutilations, voire la mort. Aux yeux modernes, ces lois semblent brutales. Pourtant, pour les Mésopotamiens, elles avaient une logique. Les châtiments sévères servaient d'avertissement. Ils montraient à la ville que l'ordre serait maintenu, que le chaos ne serait pas toléré. Dans une société fragile, la dissuasion valait autant que la justice elle-même. Mais tous les crimes n'étaient pas identiques. Il y avait des querelles sur les champs, des litiges sur les dettes, des accusations de calomnie ou d'agression. Chacun avait sa place dans les codes juridiques, chacun sa réponse prescrite. Si deux voisins se disputaient la limite de leur terrain, le jugement pouvait être fondé sur les mesures écrites dans les contrats. Si un marchand ne livrait pas les biens promis, les tablettes conservées dans les archives pouvaient être lues à voix haute, prouvant obligation et faute. Le crime n'était pas seulement vol ou violence, c'était aussi la rupture de la confiance, l'effilochage des accords qui tenaient la ville ensemble. Juges et scribes devinrent les gardiens de cet équilibre fragile. Ils tenaient les registres, écoutaient les affaires, pesaient les preuves. Le calame d'un scribe pouvait décider du sort d'une famille, car ce qu'il pressait dans l'argile pouvait garantir la propriété, prouver l'innocence ou condamner un homme. La justice n'était pas seulement parlée, elle était écrite, conservée, stockée dans les bibliothèques des temples pour des générations. La permanence de l'argile donnait du poids aux décisions, assurant que la mémoire d'une affaire survive au moment de son jugement. Pourtant, la justice n'était pas égale. Un noble et un esclave ne subissaient pas les mêmes peines pour le même crime. Le rang social déterminait les conséquences, reflétant la hiérarchie qui structurait chaque recoin de la vie mésopotamienne. La loi n'effaçait pas l'inégalité, elle la consacrait. Cependant, même dans ses limites, le concept de responsabilité s'étendait à toute la société. Un bâtisseur qui trichait pouvait payer de sa vie si une maison s'effondrait sur son propriétaire. Un marchand qui trompait pouvait voir son commerce détruit par le jugement. La loi pénétrait chaque métier, chaque foyer, chaque rue. Pour les gens ordinaires, le système était à la fois protection et crainte. Il offrait un recours contre l'injustice. Un pauvre agriculteur pouvait, au moins en théorie, faire appel au juge s'il était lésé. Mais il jetait aussi une longue ombre. Enfreindre la loi signifiait risquer la ruine, non seulement pour soi, mais pour sa famille. La sévérité des peines rendait prudent, vigilant, attentif à honorer les contrats et remplir les obligations. La loi n'était pas seulement un bouclier, elle était aussi un bâton. Pensez à un enfant observant son père accusé dans la cour, attendant le jugement. Il voit la peur dans les yeux de son père, entend les murmures de la foule, ressent le poids de l'autorité pesant sur lui.
Cet enfant grandira en connaissant la loi comme quelque chose de puissant, de plus grand que n'importe quel individu. Il comprendra que la ville elle-même exige l'obéissance et qu'en enfreignant ses règles, on risque tout. Cet équilibre entre crime et punition faisait plus que maintenir l'ordre. Il définissait ce que signifiait vivre en ville. Il enseignait que la survie dépendait non seulement de l'agriculture ou du commerce, mais aussi de la confiance qu'une communauté sans justice s'effondrerait sous le poids de ses propres conflits. Ainsi, la loi devint plus qu'un outil des rois. Elle devint le mur invisible tenant la ville ensemble, aussi essentiel que la brique et le mortier. Et donc, dans les ruelles étroites et les cours ouvertes, la vie continuait, des disputes s'éclataient, des vols se produisaient, des contrats étaient brisés. Mais derrière tout cela se dressait la loi, lourde comme la pierre, tranchante comme une lame, prête à punir et protéger. Elle n'était pas toujours juste et elle n'était jamais douce. Pourtant, elle était nécessaire. Dans la terre entre les rivières, crime et punition n'étaient pas des histoires secondaires. Ils faisaient partie intégrante du tissu de la civilisation, les fils qui empêchaient la trame de se défaire. De Sumer à Babylone, la terre entre les rivières n'a jamais été le domaine d'une seule ville très longtemps. Le pouvoir se déplaçait comme les eaux elles-mêmes montant, culminant, puis se brisant. Suivre l'histoire de la Mésopotamie, c'est suivre une succession de villes et de rois, chacun croyant qu'il durerait éternellement, chacun finissant par céder la place au suivant. Parmi eux, deux noms se dressent comme deux sommets à l'horizon. Sumer, le berceau, et Babylone, l'héritière. Entre les deux s'étend une histoire d'ambition, d'effondrement et de renouveau. Sumer vint en premier. Dans ces plaines du sud, où les rivières se déployaient en marais et deltas, les premières villes s'élevèrent. Ur, Uruk, Lagash, Nippur, leurs noms résonnent encore, gravés sur des tablettes et chantés dans des hymnes. Ce furent les pionniers, les bâtisseurs de murs et de temples, les innovateurs de l'écriture et de la loi. Leurs rois combattaient et négociaient. Leurs prêtres scrutaient le ciel. Leur peuple travaillait la plaine fertile avec un mélange de fierté et de crainte. Pendant des siècles, Sumer fut le cœur de la vie mésopotamienne. Sa culture se répandant avec chaque caravane et chaque conquête. Mais aucune ville ne demeure intacte. Les rivalités entre cités, États sumériennes éclataient sans fin, des alliances se formaient et se dissolvaient aussi rapidement que l'eau se renverse d'un vase. Les armées marchaient sur de courtes distances, mais leur guerre avait de longues conséquences. Même en construisant et en innovant, elles s'affaiblissaient mutuellement. C'est dans cette faiblesse que de nouvelles puissances venues d'au-delà de leurs frontières firent irruption. Du nord vint Akkad, dont le chef Sargon forgea l'un des premiers empires de l'histoire. Il rassembla Sumer sous sa bannière, étendant son emprise du Golfe à la Méditerranée, proclamant l'unité là où il n'y avait eu que rivalité. L'empire akkadien s'éleva comme une tempête. Mais les tempêtes passent. Après son effondrement, Sumer réapparut, ses villes retrouvant leur indépendance, ses scribes préservant les traditions, sa culture perdurant. Pourtant, l'histoire avait changé. Le sud restait riche, mais de nouveaux centres de pouvoir émergèrent plus au nord. Parmi eux, Babylone, ville modeste au départ, qui croîtra, siècle après siècle, pour devenir un symbole de puissance mésopotamienne. Babylone ne s'éleva pas instantanément, mais par la persévérance. Ses souverains bâtirent des murailles brillantes au soleil, des canaux portant l'eau profondément dans les champs, des temples attirant des pèlerins de loin. Ses scribes copiaient, préservaient les anciens textes sumériens, assurant que la sagesse des premières villes ne soit pas perdue. Ses marchands commerçaient loin et large. Ses lois étaient codifiées de manière durable. Sa langue devint un standard dans toute la région. Du temps d'Hammurabi, Babylone n'était plus seulement une ville. Elle était le centre d'un monde. Se promener dans Babylone à son apogée, c'était traverser une ville de grandeur. Les rues bouillonnaient de marchés. Les palais se dressaient avec des reliefs sculptés. Des tours de briques s'élevaient couche par couche vers le ciel. C'était un lieu qui rassemblait les fils de la civilisation mésopotamienne et les tissait en quelque chose de plus vaste, de plus durable. Sumer avait planté les graines. Babylone les récolta, les façonnant en une culture qui résonnerait pendant des millénaires. Et pourtant,
Malgré toute sa force, Babylone n'était pas à l'abri des mêmes marées qui avaient balayé Sumer. Elle dut elle aussi faire face à des rivaux, des invasions, des périodes de déclin. Elle dut reconstruire, reconquérir son pouvoir après des moments d'effondrement. Le rythme de la Mésopotamie fut toujours celui de l'essor et de la chute, de la destruction et du renouveau. Chaque ville se croyait éternelle, et chacune fut finalement humble. Pourtant, il y a une raison pour laquelle nous nous souvenons de Sumer et de Babylone. Ensemble, elles encadrent l'histoire de la Mésopotamie. L'une représente le commencement, l'étincelle de la civilisation née de la brique de boue et des roseaux. L'autre représente son épanouissement, rassemblant tout ce qui avait précédé dans une ville si influente que son nom devint légende. Entre elles se trouve l'histoire du premier grand essai humain dans la vie urbaine, ses triomphes, ses échecs, sa résilience. Imaginez un scribe à Babylone, recopiant un ancien hymne sumérien sur une nouvelle tablette. Son calame presse les mêmes mots écrits des siècles plus tôt dans une autre ville, par une autre main. À cet instant, Sumer vit encore, porté par Babylone. Le fleuve de l'histoire n'oublie pas sa source. Il continue de couler, sinueux, parfois se brisant en nouveaux canaux, mais toujours relié à son commencement. Sumer donna au monde ses premières villes. Babylone donna au monde l'idée qu'une ville pouvait être plus que pierre et brique, qu'elle pouvait être un symbole, un nom traversant le temps. Et bien que toutes deux se soient depuis longtemps effondrées en poussière, leurs héritages demeurent, façonnant notre perception même de la civilisation. Écho du pouvoir, Assyriens et successeurs, l'histoire de la Mésopotamie ne s'est pas achevée avec Sumer, ni même avec Babylone. Le pouvoir, comme les rivières, changeait de cours sans cesse, creusant de nouveaux canaux à travers l'histoire. Des collines du nord surgirent des peuples qui allaient incarner à la fois la force et la brutalité de l'empire les Assyriens. Leur ascension marqua un nouveau chapitre dans la terre entre les rivières, un chapitre où conquête et discipline forgeaient une identité qui s'étendait bien au-delà des frontières de leur patrie. Les Assyriens commencèrent humblement, cultivant les rives du Tigre, bâtissant des villes qui commerçaient autant qu'elles combattaient. Pendant des siècles, ils vécurent dans l'ombre de villes plus anciennes et plus riches du sud. Mais peu à peu, grâce à la persistance et à une organisation féroce, ils se forgèrent une réputation. Leur roi ne se contentait pas de régner, il prétendait commander, imposer l'ordre par la force. Avec le temps, leurs armées devinrent redoutées dans tout le Proche-Orient. Une armée assyrienne était un spectacle à couper le souffle. Les soldats marchaient en rang serré, boucliers verrouillés, lances scintillantes au soleil. Les chars grondants traversaient les plaines, tirés par des chevaux dressés pour la guerre avec une précision parfaite. Les archers lâchaient des volets qui assombrissaient le ciel, tandis que les ingénieurs apportaient tours de siège et béliers aux murailles des villes. Les Assyriens ne se contentaient pas de livrer bataille. Ils perfectionnaient la mécanique de la conquête, combinant stratégie, discipline et innovation comme peu l'avaient fait avant eux. La victoire apportait plus que des terres. Les captifs étaient emmenés, réinstallés à travers l'Empire, leur travail alimentant les vastes ambitions assyriennes. Le tribut affluait dans leurs villes argent, bois, céréales, bétail. Des palais s'élevaient à Ninive et Assur, leurs murs couverts de reliefs relatant campagne, chasse et triomphe. Traverser un palais assyrien, c'était traverser une galerie du pouvoir, chaque pierre sculptée rappelant au sujet la puissance de leur souverain. Mais l'Empire avait un coût. La même peur qui maintenait les territoires conquis dans l'obéissance engendrait aussi le ressentiment. Les rébellions couvaient, les ennemis guettaient la faiblesse, et l'effort même de maintenir le contrôle étirait l'État assyrien déjà redoutable. Pourtant, pendant des siècles, ils perdurèrent, façonnant le Proche-Orient de leur présence, diffusant des innovations dans l'administration, l'organisation militaire et l'art. Lorsque leur empire tomba enfin, il ne disparut pas dans le silence. D'autres puissances s'avancèrent pour prendre le relais. Babylone renaquit, cette fois dans sa gloire néo-babylonienne, ses rois restaurant la ville à un éclat rivalisant avec ses anciens sommets. Les jardins suspendus, qu'ils soient mythiques ou réels, devinrent un symbole de grandeur, un témoignage de l'imagination humaine. À Babylone,
Les échos de Sumer et d'Akkad vivaient encore, leur tradition préservée, leur héritage amplifié. Pourtant, le cycle continuait. La Perse suivit, puis la Grèce, puis Rome. Chaque nouvel empire imposait son poids sur la Mésopotamie, laissant sa marque tout en absorbant ce qui avait précédé. Les tablettes cunéiformes remplissaient toujours les archives. Les igouras se dressaient encore au-dessus des plaines. La mémoire des rois résonnait dans les récits. La terre restait un carrefour, une scène où le pouvoir changeait sans jamais cesser. Ce qui frappe, ce n'est pas seulement l'essor et la chute des empires, mais la persistance de la terre elle-même. Les rivières continuaient de couler, les champs de produire, les peuples de s'adapter. Assyriens, Babyloniens, Perses, tous exploitaient les mêmes courants commerciaux, les mêmes réseaux de routes, le même sol fertile. Les noms changeaient, mais les schémas demeuraient. Imaginez-vous à Ninive à son apogée, contemplant les murs du palais où des scènes de bataille sont sculptées dans un détail minutieux. Puis imaginez-vous des siècles plus tard, parmi ces ruines, les gravures à moitié enfouies, tandis que de nouveaux souverains construisent leur propre ville à proximité. Le pouvoir monte, le pouvoir tombe, mais l'écho persiste, murmurant que la grandeur n'est jamais permanente, seulement empruntée pour un temps. Les Assyriens laissèrent leur marque non parce qu'ils durèrent éternellement, mais parce qu'ils démontrèrent la force brute de l'organisation, la capacité de la volonté humaine à plier de vastes terres à l'ordre. Leurs successeurs, babyloniens ou perses, apprirent de cet exemple, façonnant des empires qui portèrent l'influence mésopotamienne bien au-delà de ces rivières. Chaque écho du pouvoir ajoutait au chœur, rappelant que les civilisations ne disparaissent pas, elles se transforment, leur voix portée dans les mots, les lois et les idées de ceux qui suivent. Ainsi, lorsque l'histoire de la Mésopotamie s'acheva, elle ne s'éteignit pas dans le silence. Elle devint partie intégrante d'un monde plus vaste, absorbée par des empires dont la portée s'étendait sur des continents. Pourtant, au sein de ces vastes structures, les empreintes des deux rivières demeuraient des échos du pouvoir qui résonnent encore dans notre compréhension de la souveraineté, de la loi et de l'héritage aujourd'hui.